toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur La Horde Sauvage pour parler de la deuxième partie des films sur les trains. Comme la précédente, toujours la même équipe. Donc en face de moi, David. Oui, bonjour à tous. À côté de lui, Quentin. Salut. Et à côté de moi, Bertrand. Bonsoir. Et moi, Mika. Bonsoir, Mika. Bonsoir, Mika. Merci, le gars. Aujourd'hui, on va commencer directement avec Runaway Train. Et ensuite, on enchaînera avec le mécano de la Générale. Donc, le premier sera présenté par Quentin et le second par Bertrand. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus à faire. On va spoiler allègrement, comme d'habitude. Voilà. C'est bien de le rappeler, effectivement. Voilà. Et donc, allez voir les films. Revenez plus tard quand vous aurez vu les films. Là, c'est pas forcément les plus faciles à voir. Enfin, le mécano général, s'il est disponible sur YouTube. Oui, voilà. Et même sur Wikipédia. Oui. Voilà. Et puis, pour Runaway Train, il doit y avoir un DVD ou un Blu-ray qui doit traîner. Bien sûr. Allez dans vos Easy Cash, dans vos trucs de troc, les machins comme ça. Débrouillez-vous comme vous voulez. Voilà, demandez à un copain. Voilà. Demandez à un copain d'aller sur Vinted, ce genre de choses. Exactement. Du coup, on peut commencer avec le premier film présenté par Quentin, Runaway Train. Un petit mot de la part de toute la bande, du coup, de la bande de La Horde Sauvage, pour remercier notre partenaire, les CGR de Châteauroux. Et puis, avec qui je présente régulièrement des films dans le cadre des plans cultes, séries de films autour d'un même thème, tous les 2 mois, grosso modo. Il y a un cycle au CGR. Je présente donc régulièrement un film. Et puis également, j'interviens sur Radio Balistique, format respecté, l'émission consacrée au cinéma avec Antoine Royer. Voilà, c'est entre guillemets les partenaires de La Horde Sauvage. N'hésitez pas à aller jeter une oreille ou à venir nous voir. Je suis parfois accompagné de certains membres de l'équipe, d'ailleurs au CGR, qui sont présents dans la salle. Ça peut être l'occasion d'échanger. Donc voilà, on n'oublie pas tous ces supports-là en parallèle de La Horde Sauvage. Et donc, Runaway Train, donc film de 1985 réalisé par Konchalovsky. Alors comme un con, j'ai Andrei, merci parce que c'était plus comme long. Tarkovsky. De toute façon, ils s'appellent tous Andrei. Oui, c'est vrai. Bah non, justement, je vais parler un peu de sa famille à un moment et justement, bon, heureusement les meufs, il a une. Bah non, j'ai même pas parlé de frère ou de sœur. J'ai parlé que d'hommes. Donc bref, ils s'appellent pas tous Andrei. J'ai pas compris. T'es paumé, c'est pas grave. J'espère que les gens ont compris. Donc Andrei Konchalovsky, réalisateur russe. Mais j'en reviendrai un peu après. C'est un film américain. Je vais commencer par de base déjà faire un point pitch et revenir un peu sur chaque pitch. Oui, bien sûr. Oui, on va commencer par le point pitch. Ce sera le plus simple et après on va détailler plus le film et sa genèse. Donc ça raconte l'histoire de Manny, un braqueur multirécidiviste qui est emprisonné à Stonehaven, une prison de haute sécurité en Alaska. Où il est devenu une espèce de légende pour les autres prisonniers et même de manière un peu plus lointaine parce qu'on voit aussi que les journalistes en parlent. Il est devenu une espèce de légende parce que il a beaucoup eu de résistance face au directeur quasi fasciste de la prison, Rankin, dénommé Rankin, qui est du coup un directeur complètement barré. Et donc Manny, avec un type un peu simplet du nom de Buck, va s'échapper au bout d'une vingtaine de minutes de film et va essayer de trouver une solution pour sortir de cet Alaska gelé et mortel. Et ils vont au final trouver une espèce de petite gare et ils vont monter dans un train. Un peu au hasard, ils vont monter dans le premier train qui va venir devant eux et manque de peau, il s'avère que le train en fait c'est un tout petit, il y a juste quatre locomotives mises les unes derrière les autres et le conducteur décède au tout début au moment où le train part, il fait une crise cardiaque et il meurt. Du coup ils se retrouvent tous les deux tout seuls, en tout cas c'est ce qu'on pense, lancés à toute vitesse dans un train fou sans conducteur. Donc en fait ils se sont retrouvés à monter dans le mauvais train par un simple hasard. Et on va suivre quand même, je le précise maintenant, on va suivre aussi en parallèle les déboires des répartiteurs. C'est le métier des gens qui s'occupent de répartir les trains sur les voies. Exactement, voilà, merci. Qui essaient à distance d'éviter la catastrophe et avec leur technologie ultra avancée de contrôle ferroviaire.
Voilà. Donc ça c'est le pitch de base. Bon, j'ai été un peu plus loin. De toute façon, le spoil est toujours présent dans notre émission. Là, le deuxième point, je vais partir sur le casting tout de suite. Ce sera fait. On va faire les trucs. J'ai structuré un peu les éléments factuels. Voilà, on va partir sur le casting, les 4 gros rôles principaux, et j'ai noté un peu pas mal de choses sur eux. Donc, bon, le rôle principal de Manny, le fameux tueur, oui, ça te fait marrer, Manny oui. À cause de l'âge de glace, c'est ça? Exactement. Yes, Moi, je vois l'âge de glace quand j'entends Manny. Mais... Ah, puis les deux se passent dans la neige, enfin bon. C'est vrai, comme il y a de là à dire que c'est le même film. Donc, il est joué par Jon Voight, que personnellement j'ai connu grâce à ces 2 grands films que sont Transformers et Benjamin Gates, mais qui avait surtout une grosse carrière avant. Alors, il est surtout connu auprès des cinéphiles pour son rôle dans Délivrance, mais alors c'est pas forcément un acteur qui a eu une carrière légendaire, on va dire, Non, qui est plus sur des rôles secondaires, mais j'ai noté quand même qu'il a eu un petit rôle dans Hit, dans Ennemi d'État, ou dans Ali aussi. À noter effectivement qu'il est le père de Angelina Jolie, quand même, voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est le papa. Bah, je savais pas. Et pour revenir un peu sur le film, donc là je vais m'arrêter un peu sur chaque acteur quand il y a besoin. Mais là pour le film, faut savoir qu'il s'est investi énormément dans la création du film. Surtout pour son rôle, il a séjourné plusieurs semaines en prison. À la prison de Saint-Quentin. Alors si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est en Floride. C'est une des plus connues. Oui, c'est une des plus connues. Il a séjourné pas mal là-bas pour être au contact des détenus et voir un peu pour un peu s'imprégner du rôle. Ouais, voilà, s'imprégner du rôle. Rôle qu'à la base il était pas très très chaud pour avoir, mais en fait le réalisateur était très très chaud pour lui donner puisque c'est un copain, puisqu'il l'avait aidé à avoir son visa quelques années plus tôt. Jon Voight a aidé c'est en Californie. Ah merde, bah c'est de l'autre côté. Ouais. Je savais que c'était un état connu, mais vol d'oiseau. Oh, voilà. Merci du coup pour l'information. Donc ouais, Jon Voight a aidé, j'allais dire Tarkovsky, mais non. Konchalovsky. Konchalovsky. Ils ont bossé ensemble, mais oui, voilà, oui. Et donc c'est pour ça qu'il voulait il voulait lui faire un petit coup de main et lui filer le rôle parce qu'ils étaient un peu copains et à la base Jon Voight était pas très chaud, mais il a finalement accepté. Le second rôle principal est joué par Eric Roberts, donc le fameux rôle de Buck, l'autre détenu un peu simplet en l'occurrence. Alors lui, il y a quelques petits trucs rigolos à dire, même si je peux passer très rapidement, mais je savais pas que c'était l'un des acteurs les plus productifs de l'histoire d'Hollywood. Ah, tu vas sur IMDb, c'est pas 800 et quelques entrées? C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Ah ouais, alors, c'est un truc de fou. Ouais. Eric Roberts est le frère de Julia Roberts. Oui. Ça, oui. Bah, voilà. ils ont autant de dents, chacun. Ouais, au niveau de c'est fou, au niveau de la bouche. Ils ont beaucoup trop de dents, tous les deux. C'est vraiment assez fou. Et c'est le père d'Emma Roberts. Tout à fait. Pour les gens qui connaissent. Qui est bien jolie, elle. Oui. Le combat d'entrée de jeu. Ah, mon Dieu. Une émission d'hommes, super. Ah bah, ça sent la phéromone, hein, ici. J'ai rien dit sur Julia, je vous ferai remarquer. Non, mais c'était tellement implicite. Je n'aime pas Julia Roberts, voilà, ça c'est dit. Voilà. Ça fera de l'avance pour d'autres émissions. J'aime bien. Voilà. Mais voilà. Donc Emma Roberts, surtout connue pour sa collaboration avec Ryan Murphy, créateur de Scream Queens et de American Horror Story, où elle a joué le rôle principal dans plusieurs des saisons, malgré le fait que les saisons ne soient pas liées les unes aux autres, c'est à chaque fois des histoires différentes, et du coup des rôles différents qu'elle joue, mais elle a joué, il me semble, sur le 9 dès la saison 3, je crois. Moi j'en ai vu 3 et je l'ai vu au moins une fois. J'en ai vu aucune pour être honnête, mais... Elle est au moins dans la 3e, si c'est pour la 2, je crois que depuis... une saison, une histoire, c'est une saison anthologique, quoi. C'est une série anthologique. Un peu comme par True Détective. Saison. Un peu comme True Détective, t'as à chaque fois une saison, une histoire différente. Ça marche. Et à chaque fois dans un thème différent. Je sais que la saison 3 ou 4 est liée. T'en as une qui se passe au cirque, t'en as une qui se passe dans une crois maison que c'est hantée, la saison 1 dans la maison hantée. Il y a pas un asile aussi, avec Lady Gaga. Ouais, c'est les premières, ça. Deuxième, mais Lady Gaga, c'est après. Ouais, du coup, elle a un des rôles principaux là-dedans. Elle est aussi connue pour son rôle dans Scream 4, dernier film de mémoire de Wes Craven. D'accord. Tout à fait. Voilà. Bon, Julia Roberts, on la connaît assez bien. Mais du coup, le fameux Eric Roberts, lui, a joué dans un nombre incroyable de films, plus ou moins bons, dans beaucoup de séries. Alors, pour les séries, il joue dans Les Experts, même Les Experts Miami, New York Unité Spéciale, The L Word, une série qui se passe dans l'univers lesbien. Il a un rôle dans Heroes, dans Grey's Anatomy. Il a même un rôle dans Les Feux de l'amour. Il joue partout, dans
vraiment, il joue dans plein de choses. Sinon, dans les rôles où on peut le connaître un peu plus, il joue le Salvatore Maroni dans The Dark Knight. Ouais, tout à fait. De toute façon, il a une bonne tronche de salaud. Ouais. Et alors ça, c'est pour mon petit cœur à moi. Il joue Robert Laroy dans le dernier Chazelle, dans Babylone. J'avais complètement zappé. Enfin, quand j'ai vu son visage et je l'ai vu jouer dans Runaway Train, ça m'a pas du tout fait toc, mais voilà. Mais sinon, il a fait énormément de voix dans de l'animation, vraiment dans l'animation, de la VO. Enfin bref, dans l'animation américaine de séries surtout, il a fait énormément de voix. Il a même aussi bossé pour des clips. Il a fait des clips de Mariah Carey, de The Killers, ou encore le fameux clip de Smack That de Akon. Voilà, il a vraiment touché à tous les râteliers. Ça touche une corde sensible, un peu, oui. Et juste pour finir sur il me semble que c'est le méchant dans le premier Expendables. Oui. Voilà. Oui, beaucoup de téléfilms. Et pour finir sur ce grand personnage qui est Eric Roberts, je voulais signaler qu'il est le méchant dans Dead or Alive, l'adaptation catastrophique du jeu vidéo de combat. Voilà, que pour les gens qui ont vu le film ou qui ont vu l'émission présentée par Karim Debache, Crost, qui fait un épisode sur Dead or Alive, les gens font genre ah ouais putain, c'est lui, incroyable. Voilà, donc Eric Roberts. Ensuite on a Rebecca de Mornay qui joue Sarah, donc un personnage qui apparaît un peu plus loin dans le film. Qui a commencé sa carrière chez Coppola. Ouais, sort de nulle part, ouais. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Ouais, ça fait partie des rebondissements très intéressants du film. Je reviendrai quand on parlera vraiment de la structure du film. Mais donc Rebecca de Mornay elle a connu le succès grâce à Coppola avec son premier rôle Coup de cœur. Elle a été prise directement par Stephen King pour son remake de Shining de 97 pour faire le rôle de Wendy. Sinon elle est connue aussi pour L'avocat du diable de Lumet. Et La main sur le berceau. Excellent thriller. Alors, elle était phénoménale là-dedans. Exactement. On savait pas si on allait tomber amoureux ou si on allait s'enfuir en courant tellement elle est flippante. Moi je l'avais découverte là-dedans, elle était formidable. Voilà, je l'avais cité, j'avais marqué qu'elle était aussi, sa carrière était marquée, alors par apparemment mauvais version des Trois Mousquetaires de 94. Ah oui, elle faisait Milady, oui, c'était pas bon ça. Dans Risky Business. Et avec Tom Cruise. Voilà. Et donc, j'avais noté en dernier qu'elle était son plus grand succès d'estime, surtout en tant qu'actrice, venait de La main au berceau, un thriller de 92. Ouais. Très bien ça. Voilà. Et donc pour terminer, quatrième acteur est joué donc le fameux méchant Rankin est joué par John Patrick Ryan. En général, on l'appelle John P. Ryan. Lui, j'ai pas forcément des milliards de choses à dire sur lui, à part que il a fait énormément de pièces à Broadway. Il était surtout un acteur de théâtre. Mais on a pu le voir chez Arthur Penn dans Missouri Breaks avec Brando et Nicholson. Et il a un petit rôle dans L'étoffe des héros. Il a aussi un petit rôle dans le film français Les Patriotes en 93. Oui, de Rochon. Je l'ai vu il y a moins de 2 ans. Il a un petit rôle dedans. D'accord. Et 3 ans plus tard, il a fait son dernier rôle de toute sa carrière en jouant dans le premier film des sœurs Wachowski, Bound. Voilà. Quand je reverrai Bound, je ferai gaffe. Je l'ai pas revu depuis un moment. Excellent film, soit dit en passant. Mais je me rappelle pas de lui. D'accord. Voilà. Donc là, les 4 grosses têtes d'affiche. Après, il y a des plus petits rôles que j'ai pas forcément notés. Mais voilà. Donc là, on va plutôt partir sur la production du film. Parce que là, il y a pas mal de choses à dire assez intéressantes. Donc d'abord Andrei Konchalovsky, donc réalisateur. Ah oui, j'avais noté un peu des choses sur lui d'abord. Bon, je vais d'abord m'intéresser au réalisateur. Donc surtout connu pour Tango et Cash. Oui. C'est peut-être son film le plus connu quand même. Sympathique d'ailleurs, rigolo. Donc, parce que du coup, il a commencé sa carrière en Russie dans les années 60, 70. Il était un gros collaborateur de Tarkovsky. Andrei Tarkovsky. Ils ont beaucoup bossé ensemble, même si apparemment ils s'entendaient pas si bien, surtout sur la fin de leur carrière. Parce que je crois que c'est un bouquin qu'a écrit Tarkovsky où il parle très mal de Konchalovsky. Bref, des Russes qui ne s'aiment pas. Ouais, Tarkovsky devait pas être simple. Hein, oui, je pense aussi. J'adore son cinéma, mais je pense que le bonhomme devait être compliqué. Oui, c'est souvent la marque des grands, malheureusement. Oui. Mais donc, Konchalovsky après est venu dans les années 80, a beaucoup bossé pour la Canon, dont on va reparler, mais donc il y a pas mal de films qui sont ressortis de ça. Donc il y a Maria's Lovers. Entre autres, il est connu pour ça, mais sinon carrière en Russie avant, où il a été très connu, et puis aujourd'hui encore, il officie toujours, il a fait encore des films assez récemment, il a sorti un film il y a 2 ou 3 ans qui apparemment est très bien, donc toujours de qualité en plus, un cinéma de qualité. Alors je dis ça sans avoir pas vu grand chose, mais je me suis
renseigné. Donc voilà, il a un peu une carrière assez curieuse d'avoir commencé par la Russie, et puis après il est venu genre 10-15 ans aux États-Unis. Il a plutôt bien marché quand même aux États-Unis, et après il est reparti. C'est son premier film américain, ça, ou pas du tout? Non, Mario Over c'est sorti 2 ans avant. Ouais. Et je crois qu'il y en avait eu un autre avant. Peut-être, ouais, alors la chronologie de sa filmo, ouais, je la connais pas, mais c'était pas le premier, en tout cas, celui-là, ouais. Et alors pour le bonhomme en lui-même, le fait qu'il soit créatif, artistique, ne vient pas de nulle part, parce que c'est vraiment de sa famille très très marquée. Il a un frère qui est également cinéaste, qui s'appelle Nikita Mikhalkov. Ah ben oui, bien sûr, Mikhalkov, oui, c'est son frère. Ah d'accord. Oui. Ouais, d'accord, Ah ok. bah comme quoi. Ah bah Nikita Mikhalkov, très connu. Mikhalkov, pardon, Ouais, j'ai très échangé connu. le L, voilà. Et tous les deux sont les fils du poète russe Sergei Mikhalkov, du coup, qui est surtout connu pour avoir écrit les paroles de l'hymne russe pour Staline en 44, puis la version de 77 sans la notion à Staline, parce qu'ils ont voulu virer Staline de, voilà. Et puis après, en 2000, il y a Poutine qui lui a demandé de refaire une dernière fois. Donc, le père du bonhomme a écrit les paroles, pas le morceau en lui-même, mais a écrit les paroles de l'hymne russe de chaque version, des 3 dernières versions depuis plus d'un demi-siècle. D'accord. Anecdote rigolote. Voilà. Oui, c'est assez fou, ça. Et si le fameux Andrei Konchalovsky ne s'appelle pas Mikhalkov, parce que j'avais marqué Mikhalov, mais je me suis... Ouais, Nick. C'est moi, je suis dans tes pensées. J'ai mal écrit, j'en suis navré. S'il s'appelle pas de la même façon, parce que son père s'appelle comme ça, son frère s'appelle comme ça, c'est parce alors apparemment, il s'entendait pas très très bien avec tout le monde, et il a préféré prendre le nom de son arrière-grand-père maternel, Piotr Konchalovsky, qui était un peintre russe majeur du XXe siècle. Voilà. Donc toute sa famille est parsemée d'artistes depuis longtemps, mais même son grand-père, voilà quoi. D'accord. Donc voilà pour la petite vie de ce cher Konchalovsky. Et donc pour revenir là, cette fois-ci vraiment sur le film en lui-même. Donc Runaway Train. Alors fait rigolo qui est assez visible tout de suite parce que c'est écrit en gros dès qu'on lance le film. C'est un film qui est écrit d'après un script de Akira Kurosawa. C'est vrai qu'il est cité, oui. Voilà, donc c'est quand même pas rien. Donc en fait, à la base, dans les années 60, Kurosawa avait commencé à avoir des idées pour faire du cinéma aux États-Unis, et donc il avait essayé de commencer à chapeauter quelques idées de scénario, et il a entendu parler d'une histoire qui venait des États-Unis, qu'il avait lu dans un journal, je sais plus lequel. D'une histoire vraie, d'une locomotive folle qui, alors je me sens que c'est en 63 que ça s'est passé, qu'il a entendu parler d'une locomotive folle qui s'est emballée toute seule sans conducteur, et donc ça avait fait un peu la une de certains journaux et tout, une histoire un peu rocambolesque, tout ça. Il me semble pas qu'il y avait eu de mort ou de drame, mais ça l'avait inspiré. Du coup il s'est dit que ça pourrait faire une bonne idée de base de scénario, donc il a écrit un script en 63, et donc le film devait se faire dans les années 60. Donc ça devait être son premier film américain qu'il devait faire pour la Embassy Pictures, une société de production qui était très en lien avec le cinéma de genre et le cinéma indépendant, et aussi le cinéma japonais, puisque c'est eux qui avaient distribué Godzilla en 54 et qui avaient fait aussi le succès de Godzilla ailleurs qu'au Japon. Et sinon ils étaient très très habitués de bosser avec des gars comme Carpenter, donc cinéma indépendant au début de sa carrière, et un cinéaste qui est très peu connu, que j'aime énormément moi, qui a fait 2 films d'animation, qui s'appelle Martin Rosen, cinéma indépendant d'animation pour les gens qui connaissent. Il a fait La Folle Escapade et un très très grand film que j'aime vraiment vraiment beaucoup qui s'appelle The Plague Dogs, donc 82, 2 films extrêmement sombres d'animation dont j'aime vraiment vraiment beaucoup le travail de ce gars-là. Bref, c'est pour faire un petit clin d'œil à Martin Rosen. Donc le film, j'ai pas trouvé de titre, mais le film qui devait être tourné par Kurosawa devait vraiment être fait en 66, avec les 2 rôles principaux faits par Henry Fonda et Lee Marvin, mais les infos que j'ai trouvées étaient un peu compliquées, j'ai eu des infos un peu différentes. J'ai entendu aussi parler de Peter Falk qui devait faire le 2e rôle, mais Henry Fonda avait l'air d'être assez carré, ça devait être lui. Mais au final le film ne s'est pas fait pour des raisons climatiques, parce que c'est trop galère à tourner. D'accord. Et après ça a été repoussé, question d'argent, tout ça, et au final ils ont abandonné le projet. Anecdote rigolote, quelques années plus tard, un film japonais, alors j'ai pas noté le nom du réalisateur, je fais souvent les choses qu'à moitié, c'est pas bien. Un réalisateur japonais en 75, donc 10 ans plus tard, a repris le script, la base du script pour en faire un film qui s'appelle Bullet Train. Dans son titre, dans la traduction originale, on trouve souvent le film sous le nom Super Express 109, puisque c'est un film avec une petite variante en la présence d'une bombe dans un train fou.
Alors apparemment le film est très très bien. J'ai découvert son existence il y a pas longtemps. Du coup j'ai pas eu le temps de le voir et de le trouver. C'était compliqué. Et mais du coup le film avec Brad Pitt, c'est une n'a aucun lien. N'a aucun lien. C'est une adaptation de bouquin autre. Oui, peut-être, ouais. Ça, j'avoue, dans un train. J'ai pas fait le lien avec Bullet. Enfin, j'ai fait le train. J'ai fait le lien avec Bullet Train évidemment au niveau du titre, mais j'ai pas été chercher plus loin sur le lien entre les deux films. Par contre, il y a un lien qu'on peut faire assez rigolo, c'est qu'au final, Speed est un film repris. Enfin, c'est un remake du film Bullet Train de 75, le film japonais. Ça, on peut le trouver sur la page Wikipédia du film. C'est écrit, c'est un remake de Super Express 109. Donc, au final, le Speed vient à la base d'un script de Kurosawa. Donc voilà, ça c'est l'anecdote un peu rigolote quand même. C'est marrant. Voilà, c'est rigolo. Ouais. Parce qu'ils ont repris le concept du coup de la bombe dans un truc inarrêtable, parce que le concept c'est dans le film de Super Express là, enfin le film japonais de 75, c'est que la présence de la bombe, elle est du coup c'est un terroriste qui a mis une bombe et il veut pas que le train aille en dessous de 80 km/h, sinon il fait exploser la bombe. Oui, alors le concept de Speed est le même. On est vraiment sur Speed. C'est un bus, mais voilà. Ok. Donc voilà, donc là on en est en 75 et le script est toujours perdu, enfin il est pas spécialement utilisé. Il appartenait à ce moment-là à la Nippon Herald Company, une société de production japonaise qui s'est dit au début des années 80 qu'il faudrait peut-être en faire quelque chose de ce script et que Kurosawa il était plutôt ok. Du coup ils se sont intéressés plutôt à voir pour une sortie américaine et ils ont demandé à Coppola parce qu'ils avaient des liens avec Coppola et c'est Coppola lui-même qui conseillera de travailler avec Konchalovsky. Parce qu'ils se sont rencontrés, et ça c'est l'anecdote qui est un peu rigolo, une autre anecdote rigolote, parce que j'ai trouvé plein de trucs un peu rigolos sur la conception de ce film, c'est que Konchalovsky et Coppola, s'ils se connaissent, c'est parce en 79, à Cannes, ils ont été en compétition l'un contre l'autre, parce qu'on avait Konchalovsky qui ramenait son film russe, vraiment purement russe, parce qu'il n'était pas encore du tout à travailler à Hollywood à cette époque-là, Sibériade, et de son côté, Coppola avait Apocalypse Now, et les deux films étaient en compétition, et d'ailleurs, la présidente du jury, Françoise Sagan, cette année-là, a dit qu'elle démissionnerait si les deux films ne partageaient pas la Palme d'Or. Ce qu'elle n'a pas fait au final, puisque les films n'ont pas partagé la Palme d'Or, puisque la Palme d'Or a été partagée par le film de Coppola et le film Le Tambour de Volker Schlondorf. Et au final, le film de Konchalovsky, Sibériade, il a eu le Grand Prix du jury cette année-là. D'accord. Voilà. Et il y a une anecdote un peu rigolote qui traînerait que à ce moment-là, il y a Coppola qui a fait inviter Konchalovsky dans son yacht sur les bords de Cannes. Ils sont biturés ensemble. Alors non, la biture elle vient un peu après. Ouais, connaissant Coppola, la biture, c'est... Non, elle vient un peu, non, justement pas concernant Coppola. Non, apparemment ils auraient eu une discussion très cordiale et qu'il n'y avait pas eu du tout d'affrontement entre eux par rapport au fait qu'ils étaient tous les deux en compétition pour le même prix et quoi que ce soit. Apparemment ils se sont très bien entendus. C'est pour ça que Coppola a conseillé Konchalovsky pour reprendre ce fameux script et c'est pour ça qu'il a été mis dessus. Après ça, il y a la boîte japonaise qui s'est dit alors on va peut-être faire un petit lien entre notre réalisateur qu'on a choisi et le gars qui a écrit le script à la base, Kurosawa, pour voir s'ils ont pas voilà. Donc quand Konchalovsky est allé voir Kurosawa au Japon, ils ont eu une discussion et c'est là que vient la biture. En gros, pour faire très simple, Kurosawa lui a dit c'est un vieux script, fais-en ce que tu veux. Vraiment, tu refais tout ce que tu veux. Et en fait, ils ont fait apparemment, d'après Konchalovsky, ils ont fait que parler de marxisme pendant des heures en buvant de la vodka. Voilà. Voilà. Donc, il a eu l'aval du maître 20 ans plus tard, hein, parce que du coup, le script avait été écrit, je rappelle, en 63. Là, on est 20 ans plus tard. Donc, ça a été long pour que le projet se fasse. Et donc, maintenant, je vais venir à un autre point important de la création de ce film. C'est il y a un mystère qu'il faut éluder pour ma part, c'est que moi j'ai adoré ce film, ouais. Alors que c'est un film de la Canon. Et que la Canon, ils sont pas connus pour faire vraiment que des bons films à l'époque. La Canon, c'était une boîte de production qui produisait énormément de films de série B, voire même plus que série B. Et qui s'était un peu spécialisé dans les reprises de séries, de séries de films. Bon, par exemple, il y a Superman 4 dans leur, voilà, alors de ce côté-là, il y a... Donc ils récupéraient des séries qui étaient soit en perte de vitesse, soit dont la suite était improbable, puis ils refaisaient ça un peu à leur sauce. Alors souvent de façon un peu cheapou et souvent de façon un peu décalée, humoristique. Enfin,
assez régulièrement. Voilà, c'est sans tomber dans des comédies pures. Mais enfin, en tout cas, ils altéraient suffisamment le matériau de départ pour que le résultat soit assez mauvais. Ouais. Médiocre, voire mauvais. Bah en l'occurrence là par rapport à des suites, j'avais noté effectivement qu'ils ont repris Toby Hooper pour faire Massacre à la tronçonneuse 2. Exact. Et ils ont gardé d'ailleurs, ils ont continué à travailler avec lui sur pas mal de ses films suivants qui apparemment sont tous des catastrophes plus... Bon, bah, de toute façon, je pense que passé Poltergeist, il était cuit, Toby Hooper, mais... Voilà. Non, il était cuit sur le tournage. Ah bah, il était déjà... Oui, non, mais c'est pour ça que je dis Poltergeist, ça a été le début de la fin, en fait. Oui, bah oui. J'avais noté du coup évidemment Superman 4 qu'ils ont fait, et aussi ils ont repris un justicier dans la ville. C'est vrai, Charles Bronson a été une des têtes d'affiche de la canon. Ouais, c'est vrai. Ils ont fait le 2 et le 3. Après, en parlant de tête d'affiche, ils ont énormément travaillé avec Chuck Norris, où ils ont fait un nombre incalculable de films avec lui qui sont apparemment tous où je veux. oui, vraiment dans ce genre de délire là. C'est souvent Il y a dans ma Cobra gueule. qui est l'un des plus connus dans ce genre-là. Oui, parce qu'il y a eu Stallone, mine de rien aussi, qui a bossé à la canon. Alors ça a dû être un peu plus éphémère, mais il y a Stallone, il y a comment il s'appelle, Van Damme. Van Damme, ouais, quelques figures un peu comme bah, ça. parmi leurs plus c'est grands des succès, actionnaires, quoi. on connaît, il y a Alan Quatermain ils ont fait le 1 et le 2. Tout à fait. Highlander est un de leurs plus grands succès et un de leurs meilleurs films, C'est vrai, oui. que j'ai pas vu, hein, mais je sais que globalement c'est quand même plutôt Le apprécié. numéro 1, c'est... Oui, Oui, Ah, ils ont fait oui, le un. oui. Oh, bah, ça doit être un de leurs gros titres de gloire. Bah, Et- qui va être encore remis au goût du jour. Et on parlait de Van Damme, le fameux film qui l'a fait découvrir, Bloodsport, Bloodsport, c'est eux, ouais, c'est ça. et qui est souvent Chacun. connu comme étant un grand film d'art martial, voilà, vraiment fondateur, surtout du côté américain, quoi, parce que sinon il faut Oui. aller de l'autre côté, du côté asiatique, pour trouver des grands classiques dans ces années-là. Voilà, et donc ils ont, ouais, donc j'avais parlé de Toby Hooper, Chuck Norris, ouais, donc voilà, et surtout, mais l'élément intéressant que j'avais réussi à trouver, c'est que les deux propriétaires de la Canon, qui étaient deux Israéliens qui s'appelaient Menahem Golan et Yoram Globus. Et Globus, c'est rigolo. Oui, leurs noms sont un peu... Bref. Alors, ils étaient extrêmement opportunistes, mais ils étaient surtout ambitieux, et ils avaient des vues sur des choses où les gens... Alors, comme tu disais, en fait, ils essayaient de trouver du potentiel là où d'autres gens ne croyaient plus. Alors, ça se faisait avec du coup des Transformer du suites... caca en lingot d'or. Non, mais C'est un peu oui, l'idée. c'était ça. Puis alors, il voyait quelqu'un. Ah, j'ai un pitch pour toi. On veut faire un Ah film oui, avec toi. d'accord, Et ouais. ils sortaient le truc, mais presque tel quel. Ils avaient pas l'ombre de l'idée d'un truc. Ils sortaient le pitch comme ça. Enfin, ils trouve ça partaient génial. de rien. en C'est à la fait. fois génial et à la fois Enfin, complètement bah, con. j'ai quand même noté qu'ils ont produit, est sorti chez la Canon du Cassavetes. Alors, jeune c'est Cassavetes. ce que j'allais dire, mais... Bon, bah vas-y, Non, je te laisse continuer la liste. Vas-y. Non, mais j'allais dire Mais que des noms improbables. En fait, c'est qu'ils ont aussi apporté une chance à des projets qui ne trouvaient pas de producteurs, en fait. C'est ça. Et donc c'est pour ça qu'ils ont produit, entre autres, sur les films les plus curieux. Donc il y a Love Streams de Cassavetes, Le Roi Lear de Godard. Donc Jean-Luc Godard. ils ont produit un Godard. C'était un des noms que j'avais noté qui était improbable. Full for Love de Robert Altman. Altman. Un Et, Jean Delannoy, ils ont produit aussi. De quoi? Un Delannoy? Ouais. Ah, bah, Delannoy, j'avais pas relevé, tu vois. J'avais pas noté non plus. J'avais pas Delannoy. Bernadette en 86 de Jean Delannoy. Eh ben, tu D'accord. vois. Bon, Et bah, le dernier que je vais noter, c'était Othello de Zeffirelli, le Zeffirelli. fameux gars qui a fait le Génie de Nazareth de 6 heures. Et ben ils ont pris ce gars pour faire un film sur, du coup Othello, c'est Shakespeare, ça. Shakespeare, oui, oui, oui. Ouais, ouais. Donc voilà, ils avaient un peu l'habitude de prendre aussi des projets qui avaient pas trop qui avaient pas trop d'acheteurs pour lui donner une chance et Ils ont donné tenter. la chance à certains Voilà. trucs. Et donc c'est un peu ça où on peut peut-être trouver aussi la curiosité de la réussite de ce film, en tout cas pour ma part. Après je sais pas à quel point vous avez envie on peut commenter sur la qualité du film. Ben, si vous moi, voulez. je voulais apporter un truc parce que je te connais un petit peu et t'as eu une petite hésitation avec Oui, c'est un vrai film qui s'appelle Snowpiercer. Oui, c'est vrai que je voulais en parler au début. Et, j'ai complètement zappé. Merde. je ne comprends pas pourquoi t'as pris ce film plutôt que Snowpiercer. Parce que pour moi, il te causait beaucoup plus ce truc que ça. Enfin, moi, je l'ai vu. Je viendrai plus tard sur le film, mais Runaway Train. Oh là là. Ah, t'as pas aimé? Ah non, j'ai pas aimé. C'était long. Mais c'est pourquoi t'es parti plus sur Runaway Train plutôt Alors, que Snowpiercer. déjà la question, elle était répondue avant. Oui, parce tu y avais que- répondu, mais parce- bon, bah, pour ceux qui nous Non mais, écoutent, faut- Non, mais parce bah, que oui, non, mais voilà, bah, il y avait non, mais- d'autres non, d'autres films de train qui étaient plus Non, alors, légitimes d'être là. J'avais pas grand chose comme film de train qui me parlait. Le seul qui me venait en tête, effectivement, c'était Snowpiercer de Bong Joon-ho. Mais déjà, j'aimais pas l'idée qu'on ait deux films faits par des Sud-Coréens dans la même émission. Moi, je trouvais que ça faisait un peu redite.
Et qu'en plus, Bong Joon-ho, c'est un réalisateur que j'aime énormément, entre autres pour Memories of Murder, mais pour pas mal d'autres choses aussi. Et je me suis dit que quitte à parler de Snowpiercer, malgré que c'est un film que j'adore, je l'ai même revu aussi pour l'occasion, vu que c'était un peu dans le mood de l'émission. On l'a tous vu ou revu. Enfin, moi je l'ai revu. Moi je l'ai vu, je l'ai pas revu. Tu l'as pas revu exprès, Bertrand, tu l'as découvert, et moi je l'ai revu, voilà, malgré tout. Et ouais, je l'ai revu aussi pour l'occasion, et bon, c'est très bien, c'est exceptionnel. C'est un film que j'aime toujours énormément. Une mise en scène absolument dingo, ouais, virtuose, sidérante. De bout en bout, c'est... Mais je sais pas, même si je l'aime tant que ça, je me suis dit que c'était pas forcément le film par lequel j'aimerais aller pour parler de Bong Joon-ho. Et puis comme on va pas parler 15 fois des mêmes réalisateurs, je pense, vu qu'on va pas non plus faire 12 milliards d'émissions. Ou alors on fera une émission spéciale d'un réalisateur. Ouais, pourquoi pas, mais voilà. Bong Joon-ho, ça peut, il en a pas fait de trop. Une émission par mois, oui, c'est que si on part sur une émission, par exemple Indiana Jones, comme ça tient très très fort à cœur à notre ami David, c'est qu'on va partir sur 4 films de Spielberg et puis un de Mangold. Donc, oui, mais c'est différent. Là, c'est une saga. Oui. Ouais, si Quentin nous dit on fait la trilogie du camarade, on en parlait dans l'épisode précédent. Non, pas du tout. Votre copain à muscle là, l'acteur. Voilà, la trilogie dont tu parlais. Oui. Tu vois, Quentin dirait tiens, on fait la trilogie. Voilà, c'est différent. Ou L'Arme Fatale, ou je sais pas, Retour vers le futur. Voilà, c'est différent. C'est un cadre différent. Revenons à Runaway Train. Alors moi, je suis comme Mika, j'ai des réserves sur le film, des assez grosses réserves. Mais j'ai été surpris parce que t'es un gars en qui j'ai plutôt confiance en Cinoche. Et je me dis, vu l'enthousiasme qu'il a mis dans son film, en l'ayant découvert, je dis bon, il y a quelque chose. Et non, je me suis un peu fait avoir. Bon, bref, enfin ça c'est pas grave, je suis pas en train de dire que c'est de ta faute. Attention. Il y a pas de souci. Peu d'empathie pour les personnages, j'ai noté. Alors ça c'est vrai que les personnages sont quand même pas... Alors bon, Eric Roberts, j'en ai quand même globalement rien à foutre. John Lloyd, j'en ai globalement rien à foutre. J'aime beaucoup Rebecca De Mornay, mais elle arrive tard, comme un cheveu sur la soupe, elle sert à rien. Donc du coup on s'en fout. D'accord, mais ok. Non mais voilà, moi je trouve que son personnage arrive tardivement. Je me suis même fait la réflexion une ou deux fois dans le film, et je dis mais elle est où? Parce que clairement il y avait pas de personnage avec qui on pouvait la confondre, parce que même quand elle arrive, je me suis oh merde, c'est elle, c'est Rebecca De Mornay. Mais elle est presque méconnaissable. Bon, enfin ça, bref. Mais du coup, son personnage fait à la fois office de presque Deus Ex Machina, mais un Deus Ex Machina qui finalement ne sert pas à grand chose. Bon, ça c'est, enfin en tout cas c'est mon ressenti. Donc peu d'empathie pour les personnages, qui fait que moi, qui s'en sortent ou pas, ou je m'en foutais à peu près. Je te rejoins là-dessus. Et alors par contre j'ai 2 points positifs que je voulais quand même mentionner. C'est le final. Bon ça je pense que tu vas certainement en parler. Oui. Mais la scène finale, elle est assez impressionnante. Alors elle est d'autant plus impressionnante que pendant 1h40, le film m'a pas spécialement emmené, malgré la vitesse du train. Et le final, avec cette musique de Vivaldi, je crois, hein, ou en tout cas un peu réinterprété, mais enfin bon, c'est du Vivaldi. Ça, j'ai trouvé ça assez génial, même assez iconique, assez, enfin voilà. Iconique, c'est joli, c'est poétique. C'est sensationnel. Enfin, le film finit merveilleusement bien. Ça, par contre, en termes de finale, wow. Et puis alors, l'autre truc qui m'a marqué, alors je sais pas si je suis le premier couillon à remarquer ça, je ferai un parallèle entre Runaway Train et Duel de Spielberg. Alors, j'ai prévu de parler de choses comme ça, effectivement. Parce que il y a un truc visuellement, esthétiquement, qui m'a marqué, c'est que le train, je me souviens d'une affiche de Runaway Train où le train, il a une drôle d'allure. L'avant du train, je me dis, c'est bizarre. Mais c'est après qu'il s'est pris le wagon. Voilà. Il rentre en collision, etc. Et ça lui donne une espèce de structure un peu étrange, d'amalgame de tôle, de machin. Et ça m'a fait penser à la manière dont Spielberg filmait son camion dans Duel. Oui, non, alors c'est marrant parce que à aucun moment, j'ai pas revu Duel récemment, j'ai pas, voilà. Mais alors après, on est dans 2 films qui mettent en scène un véhicule un peu fou. D'un côté un camion avec un conducteur, etc. De l'autre un train qui n'a plus de conducteur, voilà. Mais je me suis demandé si Konchalovsky, je sais pas s'il existe une interview quelque part, est-ce que quelqu'un a pensé lui demander, ou est-ce que lui en parle, parce qu'il pourrait très bien dire, bon, moi j'avais vu le film de Spielberg dans les années 70 et j'ai eu l'idée de, voilà. Mais je trouve qu'il a une manière, une approche, une esthétique de son par rapport à son train qui rappelle un petit peu ce qu'a fait Spielberg sur son camion. Et je voulais dire un dernier truc, mais je crois que je vais l'avoir mangé. Bah, écoute, Quentin, tu peux peut-être rebondir là-dessus. Quentin, je te relaisse la parole parce que voilà, mais il y avait un dernier truc que je voulais dire, je sais plus. Bah en fait, oui. Alors c'est juste une question de structure de ce que je dis. En fait, j'aurais peut-être pas dû vous demander votre avis à ce moment-là, parce qu'en fait, j'avais encore toute une grosse partie sur l'écriture du film. Bah vas-y, vas-y. De toute façon, vas-y. En fait, après, je devais parler de mon avis, et à ce moment
moment-là, je voulais vous demander, je sais pas pourquoi je vous ai lancé dessus maintenant. Bon, bah, c'est Mais- fait. C'est mais- fait. On ne te le repourrira pas. Non, mais tout va bien. Ah, mais- si, moi je tiens à en mettre une couche derrière. D'accord, et Enfin, ben, faut que ce soit constructif on en aussi. reparlera Oui, après. bah Je vais oui, juste oui. faire un petit point sur deux trois petits éléments intéressants, surtout sur l'écriture du film. Donc, il a été écrit par 3 personnes. Alors, j'ai noté la petite anecdote maintenant parce que tu en avais parlé et c'est vrai. Le film est resté très longtemps le film avec le plus de fuck de l'histoire du cinéma. Voilà, petit anecdote rigolote. Moi, je m'en fous complètement, mais c'est vrai qu'effectivement, ça voilà, rapporte c'est- pas grand chose. ça apporte pas grand chose, mais c'est vrai que le film est bon. En même temps, on est sur des taulards et tout. Bon, ça fuck tout le temps. Hein. Quoi? Au niveau du début de parole. Oui. Et donc le film a été écrit par 3 scénaristes et c'est ça qui est un peu intéressant. Le premier s'appelle Georgi Milicevic, un Serbe, qui a eu une petite carrière au niveau de l'écriture, mais il a surtout bossé sur À nous la victoire de John Huston. Il a réalisé son propre film en 83 qui a pas l'air fou, qui s'appelle Reckless. Donc voilà, un petit scénariste, enfin un petit scénariste. Voilà, quelqu'un qui a pas forcément une énorme carrière. Le deuxième c'est Paul Zindel, scénariste de théâtre en général, qui a écrit entre autres le film précédent de Konchalovsky, Maria's Breath, et qui a écrit plusieurs romans, dont un qui sera adapté au cinéma par Paul Newman en 72 dans un film qui s'appelle De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites. Alors je sais pas si ça parle à quelqu'un. Non, j'ai pas vu. Apparemment c'est un film incroyable, très 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 grand film, réalisé par Paul Newman où il a le rôle principal, il me semble bien. Donc qui me donne très envie, ça a l'air très très sympa. Donc, me demander si quelqu'un allait réagir à ça, mais bon, autour de la table, non. Bien, tant pis. Et le troisième et surtout le plus intéressant, le film a été écrit surtout pour sa partie carcérale dans la première demi-heure par Edward Bunker, qui entre autres joue le rôle de Jonah dans le film, donc le mec qui se fait tabasser Ouais, d'accord, et ok. qui Le chauve, là. Ouais, voilà, c'est ça. Qui est donc un acteur, auteur et consultant au cinéma, à la carrière relativement plus ou moins modeste. Au niveau des rôles, il a quasiment toujours joué des rôles de malfrats. Le plus connu étant Mr. Blue dans Reservoir Dogs. Voilà. Donc il joue le vieux putain, dans Reservoir Dogs. Bah oui. Voilà. Oh putain. Et surtout, alors au niveau du côté conseiller technique, il a été conseiller technique sur Hit, et vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, s'il est auteur, il est surtout auteur de polar carcéral, puisqu'en fait, il a passé toute les premières années de sa vie, les 20-30 premières années, à aller de centres sociaux en centres sociaux. Il était orphelin, ou en tout cas abandonné. Je ne sais pas s'il était orphelin ou abandonné, mais en tout cas, il a grandi dans les services sociaux américains dans les années 40. Il va se retrouver très vite du mauvais côté de la loi. Il va passer son temps à faire des allers-retours en prison. Il va même s'évader à 2 reprises, dont une fois pendant 2 ans, où il va être en cavale pendant 2 ans. Bref, il a une bonne vingtaine, enfin il a vécu des choses, ce monsieur. Sa vingtaine, on va dire, de son 20e anniversaire jusqu'à sa trentaine, a été pas mal rocambolesque. Et donc c'est pour ça, quand je dis conseiller technique sur Hit, c'était sur une histoire par rapport au comportement des gangsters, ce genre de choses. Il était plutôt bien renseigné, surtout que petit détail qu'il faut quand même signaler quand on parle de quelqu'un pas forcément toujours en bien, on va quand même pointer les détails un peu moins positifs. Quand il était à l'époque en prison, il a appartenu très longtemps au gang de la fraternité Arienne. Voilà, petit détail. Voilà. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il va faire plusieurs rencontres pendant ces différents séjours en prison. Le premier, un peu plus secondaire, c'est qu'il va rencontrer Danny Trejo en prison, qui va devenir un ami et qui va du coup Qui va faire un coucou, là. Voilà. Alors à la base, il devait être parce qu'il faisait de la boxe entre autres. Alors Danny Trejo a commencé sa vie d'adulte en allant de prison en prison. Il était dans des gangs lui aussi. Bref, il est devenu connu assez tard, assez tardivement en termes d'âge. Hein. C'est pas pour rien qu'on l'a toujours connu avec sa gueule de balafré avec les grosses babines là. El Paso, quoi. Oui, mais en vrai, là dans les années 2000 et tout, il avait déjà plus de 40 balais largement. Hein. Il a assez Puis, du coup, on le revoit dans Hit aussi. On peut refaire le parcours un petit peu. Ouais, voilà. Et donc son premier rôle était dans Runaway Train. À la base, il était consultant boxeur pour aider Eric Roberts pour la scène de la boxe, mais ils n'avaient pas encore trouvé d'adversaire pour la scène. Et au final, ils ont pris Danny Trejo. Et donc il a fait la scène de la boxe et 2-3 autres scènes par-ci par-là. Bref, il a fait son premier rôle au cinéma à ce moment-là, grâce à sa rencontre avec l'un des auteurs du film.
quand t'as parlé des premières apparitions au cinéma, on peut aussi noter que dans ce film, il y a la première apparition au cinéma de Tom Lister Jr., qui est aussi connu sous le nom de Zeus à la WWF en 89. Oh oui, d'accord, c'est Voilà. le grand Black. Exactement. Ok, qui d'accord. dans le film et dans la scène de l'ascenseur. C'est Oui, je vois très voilà, bien voilà. où il lui donne ses pompes pour son gamin. Exactement, voilà. Alors, au niveau cinéma, il est surtout connu pour son rôle du président Lindbergh dans Le 5e élément. Mais oui. Eh oui, Eh oui. voilà. Eh, je Après, il savais a bien. eu, on en parlait déjà tout à l'heure, mais il a aussi, comme Eric Roberts, il a eu un petit rôle dans The Dark Knight. Il doit faire un des prisonniers à un moment, il me semble bien. Et sinon j'avais noté aussi Universal Soldier, et pour faire un lien avec notre émission précédente, il a aussi eu un rôle au niveau des voix dans Zootopie. Voilà, mais c'était surtout pour le clin d'œil à mon copain en face de moi, Ouais. Michael. Il a été catcheur de 89 jusqu'à 96, au début à la WWF et ensuite à la WCW. Exactement. Voilà. Et donc pour en revenir D'où à le notre... physique. Oui, d'où le physique, effectivement, de grands baraquets. Et pour en revenir à notre délinquant Edward Bunker, pardon, l'auteur, il a donc fait une autre rencontre intéressante pendant ses années en prison. Il a rencontré Caryl Chessman, qui est quelqu'un d'extrêmement connu par sa portée d'auteur. C'était un condamné à mort qui a été exécuté en 1960, et pendant les 12 dernières années de sa vie, il s'est battu contre la peine de mort, et il a écrit 4 grands romans qui font la part belle de la lutte contre la peine de mort. Il a été aidé par plein d'avocats, etc. Mais au final, il a quand même été exécuté en 1960. Bref, il a porté très haut la voix de la lutte anti peine de mort, et sa vision de l'univers carcéral a été reportée grâce à ses bouquins, et a ensuite inspiré énormément de choses. Bref, c'était un grand monsieur, en tout cas après, bon, grand monsieur, je dis ça, il me semble qu'il a été exécuté pour un enlèvement. De mémoire, c'est pour un enlèvement. Ah. Qu'il avait fait, hein. Enfin, il a à un moment plaidé non coupable, puis coupable, bref. Mais voilà, c'était un enlèvement qui avait pas eu de meurtre, mais à cette époque-là, c'était condamné de la peine de mort. Donc, Bah, t'enlèves pas des gens. Mais Voilà, il me semble que c'était est-ce que un- ça vaut la mort il me semble que c'était un enfant. C'est pour ça. Oui. Et en fait, le lien avec Edward Bunker, c'est qu'à un moment, ils ont été voisins de prison. Ils ont été voisins de cellule. Et ils se parlaient par l'intermédiaire de la ventilation. Et ils sont devenus potes comme ça. Et c'est ce gars qui lui a dit, écris des bouquins toi aussi. Et donc c'est pour ça qu'Edward Bunker s'est mis à écrire. Et en parallèle de ça, juste très rapidement, il a aussi fait la rencontre, alors ça c'est pas en prison de toute évidence, je ne sais pas comment ils se sont rencontrés, mais Edward Bunker a fait la rencontre de Luis Fadenza. Si ça te parle peut-être, Comme ça. David. C'était une grande figure du cinéma muet. Non. Euh, Ouais, comme ça, non. Alors, il me semble qu'elle a un autre nom, mais là, je n'ai plus son nom sous les yeux. Elle a son nom de scène qui est connu parce qu'elle s'est remariée après. Bref, et donc, il y a eu une rencontre où elle a beaucoup aidé pour persévérer dans sa publication de ses œuvres. Bref, c'est un gars qui a un parcours assez curieux, assez atypique, qui l'a mené à travailler, au final, qui lui a mené une carrière artistique liée à tout ce côté carcéral. C'est pour ça que le film a toute cette première demi-heure qui s'intéresse énormément aux détails carcéral du film, quoi, et de sa structure et de l'écriture de ses personnages. Et donc on a le grand méchant et tous les autres personnages on, qui sont on pourra y revenir tout à l'heure parce que moi je trouve que c'est un problème l'écriture justement. Après je sais pas si t'as d'autres. Non, là au niveau de l'écriture j'étais là à peu près Parce que là. moi, là où j'ai trouvé ça vraiment dommage, c'est qu'il y a un moment, il y a un espèce de discours, donc Manny dit à Robert Ouais. que bah tu vas prendre un petit boulot, tu vas fermer ta gueule, tu prends ton petit boulot, tu dis oui à tout, tu fais tout. Mhm. T'as Robert qui lui dit mais jamais je ferai ça, jamais je m'écraserai. Puis toi, si tu me dis de le faire, pourquoi tu me le fais pas? Parce que j'en suis pas capable. C'est ce qu'il lui dit. Et donc t'as tout ce truc où bah, ces deux mecs sont pas faits pour rentrer dans le moule. Ouais. Et je trouve qu'il y a et juste après en fait avec une scène, il casse tout. Je trouve le fait qu'il le laisse dehors pour essayer de galérer. Tu sais, c'est une scène qui rapproche vachement ces deux personnages pour au final plus les rendre différents. Et il y a du coup, ils évoluent pas. En fait, j'ai l'impression d'un pas en avant pour 2 pas en arrière, et il passe à côté de son sujet. Je trouve qu'il passe totalement à côté de ce sujet.
Bah ok. Non, je sais pas. Après, je sais pas toi ton ressenti là-dessus ou Non, si moi, j'ai poussé l'analyse beaucoup trop. Non, en mais mode, c'est que je vois des trucs où je les qui n'existent pas, mais je demande pas forcément toujours au film que je regarde d'avoir une évolution de personnage pertinente, quoi. Ça, justement, c'est un film qui est extrêmement pessimiste de ce côté-là, et ces personnages évoluent pas forcément spécialement. C'est là où je voulais dire que c'était un film qui me paraissait très russe. Oui. C'est ça que Bah, c'est il y a un côté désespoir en fait. Puis ça va même au-delà de ça puisque t'as puisqu'on spoil hein. Tout le discours en voix off ou interviewé par les journalistes du directeur qui explique qui est Manny, qui explique son parcours, qui explique pourquoi il en est là, pourquoi il a été enchaîné pendant des années parce que c'était ça ce truc. Oui, il était enchaîné pendant 3 ans. Dans la cellule. En fait, ça a tout d'une prophétie autoréalisatrice en fait ce film. Tout ce que dit le directeur au départ finit par se réaliser. Mais et ça finira mal. Lui, c'est un animal, il l'avoue lui-même, et ça ne peut que finir mal. Et je le tuerai, bah voilà. ouais. ah, mais c'est puis le. Et c'est Ouais, moi, en fait, ce qui ressort de ce film-là, moi les petites interactions, j'ai bien aimé moi plutôt l'apparition du personnage de Sarah. Ouais. Parce qu'elle m'a surpris autant qu'elle a surpris les types de la régulation en fait. Je me suis vraiment placé de ce point de vue-là. Et du coup, il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un là. Et c'est là que j'ai fait le lien avec parce que j'avais pas vu non plus Rebecca de Mornay avant. Est-ce que c'est la secrétaire? Non, elle a l'air un peu trop tarte pour être ça. Et puis voilà, donc moi j'ai bien aimé cette apparition de personnage. Après qu'elle serve à quelque chose ou à rien, Je suis Je pas sais d'accord, moi pas, déjà. Elle arrive tard, moi je trouve. Elle arrive tard. Elle arrive tard et comme un tard. cheveu sur la soupe. Alors moi j'ai deux problèmes scénaristiques avec le film principaux. Alors celui-là, je l'ai mentionné tout à l'heure. Puis aussi la mort du conducteur, qui est quand même très con. Enfin amené de façon très con. Suspension d'incrédulité, c'est encore moi, tu vois, je laisse passer, tu vois. Je suis en Oui, mode, bon, d'accord. il faut qu'il Enfin, crève, faut pas qu'il soit là. Ouais, enfin bon, c'est pas comme Bah, c'est moins- c'est pas comme dans le dernier train pour Busan où on en parlait de cette suspension d'incrédulité, où on ouais, est dans un honnête. film de zombies, on est dans quelque chose d'un peu plus réaliste. Alors, je dis pas que c'est un truc absolument dramatique, mais bon, comme de toute façon, j'ai pas été super réceptif au film, là pour le coup, Oui, c'est ça a après pas aidé. voilà, disons que ça a pas aidé. Bah là, Et moi, je te rejoins pas du tout là. ah ben non, mais je m'en doute bien. Mais moi, si tu veux, c'est que j'aurais presque trouvé plus intéressant et surtout, alors, du coup, plus crédible que le train soit déjà, que l'autre il soit déjà mort de sa crise cardiaque, il meurt, les autres viennent juste d'arriver dessus. Enfin, tout est concomitant. J'aurais Oui, trouvé le plus logique hasard, que le effectivement. machin. Tu vois, voilà. Oui, je trouve qu'il y a un hasard un Le petit hasard, peu gros, quoi. effectivement, mais J'aurais trouvé mieux que déjà parce qu'en plus ça aurait été peut-être plus cinématographique parce que là en plus ils mettent 3 plombes à monter sur ce putain de Ça train. crise pendant qu'il conduit et qu'il reste dans la pas cabine. spécialement 3 plombes. Oh bah, moi j'aurais trouvé mieux que le train passe dans la gare où ils se trouvaient là, les zigotos là, qu'ils arrivent à monter dessus parce que le train est pas encore à tout birzingue. Ils arrivent à monter dessus, ça aurait été cinématographique de les voir essayer de choper un train en marche, machin. Bon, voilà. Alors dire que c'était un modèle de réaliste non plus, mais de toute façon, il y a un truc qui fonctionne pas dans cette histoire, de toute façon. C'est là où ça me fait regretter que ce soit pas Kurosawa qui l'ait fait. Je pense qu'on aurait eu droit à complètement autre chose, à mon avis. Ah bah ça aurait pas Puis été ça aurait la été même une autre histoire. époque, ça aurait été... Non, mais de toute façon, ça aurait pas été la même histoire. Mais bon, tant pis, le film, il est comme ça, peu importe. Mais moi déjà, voilà, il y a cette histoire de mort du conducteur que je trouve pas super bien amenée. L'autre, paf, il Ah, tombe. puis c'est Ah bah dis donc, pas de balle, on vient de monter. Il y a anti-cinématographique au 10. possible. Ah oui, oui, complètement. Et puis, bah, l'arrivée de Sarah, qui, en plus, sert à rien. Bon. Alors tu vois, d'accord, elle sert pas à rien. Bah, aussi, alors elle fait un petit bout de câlin à Eric Roberts, Ouais. oui, parce que l'autre il est parti se péter les Non doigts mais dehors. elle sert Mais- elle sert de pivot entre les deux, elle sert de... Oui, mais elle arrive tellement tard qu'elle fait pas grand chose. En fait, Ouais, mais le c'est là moment où où je il dis se qu'elle fout arrive sur tard. la gueule, si elle était pas là, il se serait entretué certainement. Oui, Elle ajoute oui, un... peut-être, Mais peut-être. est-ce que mais ça c'est- valait le coup de rajouter 10 minutes au film? Non, mais c'est, Alors, non, mais de toute il y a- façon, non, mais je suis je vilain rigole. parce que j'ai pas accroché au film, donc Ah mais il y a un truc forcément, assez rigolo, c'est que, juste pour votre information, c'est un film qui est très très bien reçu par une majorité des gens. Hein. Si vous allez chercher sur internet un peu, vous verrez que le film a globalement de très bonnes notes. Très passé. C'est pour ça que moi quand je l'ai vu, je l'ai été très très conquis et je m'attendais un peu à vous proposer un truc un peu différent que vous alliez au moins un peu aimer. Donc je suis surpris de voir que vous l'avez aussi peu apprécié. Ah bah non, Toi, voilà, toi, alors- rentre en plus quand même. Alors, j'ai pas bondi de joie au visionnage du film là, mais je l'ai apprécié. Oui, Ouais. il y a pas de. Alors j'en moi fais ça pas m'a mystère. vraiment fait un Mais espèce c'est de vrai choc. que Hein. après, j'ai pas cette acuité de dire que le scénario il est bancal pour telle et telle raison. Oui, Vu oui. que je me laisse porter plus facilement.
Après, bon, c'est vrai que si tu viens pas dans le détail, j'entends tout à fait tes arguments. Voilà. Moi, je vais te dire, tu veux savoir les parties que j'ai préférées du film, c'est quasiment les parties avec les aiguilleurs. Enfin, comment tu les appelles, là, ceux qui dirigent dans les bureaux, là, il y a des espèces d'échanges, ça pourrait même presque parfois être vaguement amusant. Moi, je crois que j'ai préféré cette partie. J'ai tellement rien à faire du sort des deux personnages, je les aime tellement pas. Je les trouve tellement pas sympathiques. Mais j'ai pas besoin d'aimer des personnages pour avoir envie de suivre leur histoire. Alors non, je suis d'accord. Mais là, en l'occurrence, ça a été un problème. Je les aime pas, méga sympathique, enfin pas sympathique du tout. T'es une évolution de personnage. Non, mais c'est ça l'évolution. Alors là, pour le coup, je rejoins Quentin. Moi, qu'il n'y ait pas d'évolution, ça, je m'en fous. Moi, j'ai du mal. Non, mais ça, moi, pas d'évolution, ce je m'en genre de fous. truc, j'ai du Mais mal. là, si tu veux, comme bon, le scénar, il y a des trucs qui me vont pas. Les personnages, j'aime pas. Il y a l'ambiance du film. Alors tu vois, moi la neige, j'adore la neige, hein. Mais bon, la neige est pas suffisante pour me faire rentrer dans un film. Tous les films sont pas Fargo. Et du coup, si tu veux, bon là, oui, je donne un peu l'impression de faire feu de tout bois pour déboulonner le film. Mais je suis quand même en train de dire qu'il y a cette partie avec les aiguilleurs là. Et moi, ces parties-là, je les ai trouvées plus sympas. Justement, Moi, la partie des deux fuyards là, des deux fugitifs, m'a pas passionné. Vraiment, parce que j'aime pas les persos, parce que j'aurais pu me raccrocher à Rebecca de Mornay, bah non, elle arrive trop tard, et puis en plus ça fait rien. Voilà, et du coup non. Alors il y a ce final qui heureusement rattrape le truc et on finit sur une note plutôt positive, ça je suis d'accord. Mais du coup, au final, alors je me suis pas ennuyé. C'est pas le pire film que j'ai vu cette année, ça c'est sûr. Ça, je pense que je verrai bien pire encore d'ici la fin de l'année, il y a pas de doute. Mais vraiment, moi, Runaway Train, c'est pas un film qui m'a emballé. Ah ouais, j'ai été vraiment marqué. Alors je reconnais que, alors moi j'ai eu au premier visionnage, mais au second un peu moins, mais parce que j'ai vu du coup en fait ce qui s'est passé, parce que ce que je disais tout à l'heure, à la base j'avais envisagé Snowpiercer et je me suis dit j'essaierais bien de trouver autre chose, et Runaway Train je ne le connaissais pas. Donc on a décidé du thème de l'émission il y a à peu près 1 mois et demi, quelque chose comme ça. J'ai entendu parler du film, je me suis dit j'ai pas trop envie de parler de Snowpiercer, mais bon, s'il y a que ça, je prendrai ça. Mais on va essayer. Donc j'ai regardé Runaway Train il y a à peu près 1 mois et demi pour voir si ça me plairait, et j'ai vraiment eu une espèce de choc où je me suis dit ok, je vais le prendre. Comme ça me laisse en plus 1 mois pour le digérer et le revoir pour après le présenter là ce soir, enfin aujourd'hui. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Et alors sinon quand je l'ai vu la première fois, alors la première séquence, toute la partie carcérale m'a un peu moins passionné. Au premier visionnage, au second un peu plus quand même, parce que j'avais toute la finalité, toute l'écriture des personnages qui, du coup, j'ai un peu plus analysé le délire. Qui au final, en plus, elle est assez expéditive, hein. Il s'échappe au bout de 20 minutes de film. Et tout. Mais il a un certain rythme, hein, le film, hein. Il a un certain rythme. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je le trouve pas ennuyeux non plus. Oui. Il a un certain rythme. Je trouve le film très bien rythmé de ce côté-là, effectivement. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, après, là, il s'échappe. Et à partir du moment où, en fait, pour moi, le moment pivot, et donc là, on peut peut-être bientôt faire le parallèle avec Duel dont tu parlais. Le moment pivot, c'est le plan. Alors, quand tu disais que t'aurais bien aimé qu'il grimpe sur le train pendant qu'il avance, moi je suis pas d'accord, parce que un de mes plans préférés du film, c'est le moment où il découvre le train, où il tourne à ce tournant à côté d'un bâtiment là, et qu'il y a du coup cette espèce de plan où on voit toute la locomotive avec la fumée et tout, qui du coup là m'a fait penser à pas mal d'autres choses, que ce soit musicalement et voilà. Et à partir de ce moment-là, le film, je trouve qu'il prend une direction un peu différente. On sent qu'on part vers quelque chose de pas fantastique, mais le côté pessimiste. Je trouve qu'il est toujours présent dans le film, très sombre, malgré le côté Bertrand l'a dit lumineux. tout à l'heure, oui. Et on n'est pas dans du fantastique, mais il y a un côté où, au moment où on voit avec cette espèce de musique très années 80, où il y a ces synthés là, du coup bon, je peux le dire maintenant, mais ça m'a fait penser à un plan de Sorcerer. Où on voit le camion dans son serreur là, avec les lumières qui c'est s'allument vrai qu'on au fur et à pourrait mesure. penser aussi à ça, le camion sur le pont. Oui, tout à fait. Alors pas forcément sur le pont, le moment où ils construisent le camion, où ils le réparent au début du film. Oui, d'accord. Ce fameux plan avec la musique de Tangerine Dream là, et t'as les synthés qui s'allument en même temps que les lumières là dans le noir. Ça m'avait pensé à ce plan là, parce qu'en plus il y a toute une question de fumée et tout qui m'y a fait penser. Et en fait, à partir de ce moment-là, je trouve que le film part dans un délire où on sent qu'on va vers quelque chose de sombre, où du coup c'est vrai que je me suis même pas posé trop la question par rapport au réalisme du gars qui a sa critique à ce moment-là. Il y a un côté où en fait les deux personnages se retrouvent face à leur destin, qui est un peu
Effectivement, on part pas forcément dans le fantastique, mais le côté un peu imaginaire où les personnages d'un coup se retrouvent après tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, parce que toute évidence ils ont vraiment eu des vies de merde. Lui, il a été, enfin le plus jeune a été violeur et l'autre a fait des cambriolages où apparemment de toute évidence il a tué des gens. Enfin, il parle du fait que c'est un meurtrier quand tu parlais de la séquence du début où le journaliste où Rankin le journaliste il dit que c'est un meurtrier. Donc on se retrouve à un moment où les personnages vont affronter une espèce de destin inéluctable avec du coup comme par hasard effectivement le conducteur meurt à ce moment-là, mais c'est comme un message qu'il leur est donné à eux, quoi. C'est comme ça que je l'interprète quand je le vois maintenant. J'ai pas la prétention d'avoir eu la bonne façon de le recevoir. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai reçu. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, le film prend un autre départ. On sent que moi qui avais pas lu le pitch du film, je me disais juste qu'ils allaient juste prendre un train et s'échapper. J'avais pas du tout qu'il y avait un délire de train fou. Qui était avec du coup 100 conducteurs et qui se retrouveraient coincés dans un truc où en fait le problème pour le reste de l'humanité, c'est pas eux. Le problème pour le reste de l'humanité qu'on voit dans le film, c'est-à-dire les aiguilleurs là qu'on voit dans leur fameux bureau, c'est juste d'arrêter le train. Ils s'en foutent qu'il y a deux meurtriers fugitifs dedans. Le seul qui s'en fout pas, c'est leur grand ennemi Rankin, qui du coup va les pourchasser. Mais sinon, pour les gens, ce qui est important, c'est d'éviter qu'il y ait des morts, que ce soit, même ils en parlent du fait qu'il y ait 3 personnes dedans, ils s'en foutent que ce soit des délinquants aussi, ils comptent la meuf qui est avec eux, je sais pas quel est son travail, les mécanos. L'aide mécano, on va dire ça, voilà quoi. Qui est avec eux, ils disent juste qu'il y a 3 personnes, ils s'en foutent de savoir garçon, fille et tout. Ils veulent juste sauver des gens et éviter qu'il y ait un drame. Même si à la fin, au final, il y a quand même le drame parce que Rankin décide le moindre mal. Voilà, il y a quand même ce délire-là. Mais moi j'ai aimé le film à partir de ce moment-là, et à partir du moment où on voit toutes ces parties dont tu parlais avec l'aiguillage, tout ça, là j'ai trouvé que le film partait sur quelque chose de très original que je m'attendais pas du tout à voir, quoi. Ce truc avec du coup les aiguilleurs là qui sont au loin et qui avec leur machine essaient d'aiguiller les rails, que ce soit d'un côté ou de l'autre pour éviter tel problème. Moi ça m'a vraiment transporté, j'ai vraiment adoré toutes ces séquences-là, j'ai trouvé ça hyper original et j'ai aimé le fait que les personnages, les deux personnages principaux, on va dire, ne soient au final que les spectateurs de leur destin qui est en train d'arriver. Ils ont pas forcément trop de choix. Au final, ils se retrouvent à essayer de sauver la mise comme ils peuvent, en arrêtant chacun des morceaux du train grâce à Rebecca de Mornay, son personnage Sarah, du coup, qui leur dit qu'ils peuvent arrêter un peu le train au fur et à mesure. Parce que du coup, elle sert quand même déjà à ça au début. Oui. Elle leur dit quand même que sans elle, le premier pont où ils arrivent à passer parce qu'ils ont réussi à ralentir, ils l'auraient pas passé. Ouais. Donc elle sert quand même un peu. Elle les oblige un peu à regagner un peu d'espoir, même s'il y a un personnage qui croit un peu en l'espoir et l'autre pas du tout. Et donc il y a une dualité qui se fait entre eux, même si au final leur personnalité s'affrontent un peu tout le temps. Non, moi j'ai trouvé vraiment l'écriture très intéressante et les 10 dernières minutes magnifiques, quoi. Ah oui, non mais le final, bon ça je pense que le final on va être tous d'accord. Ça le final, il y a pas de débat, il est beau. Mais bon voilà, ouais moi c'est pas un film que je conseillerais facilement parce que j'aurais du mal à montrer un enthousiasme fou, quoi. Ah moi je sais pas, mais en fait j'ai compris qu'après que c'était lié à la canon et que le film a un petit côté un peu série B qui vient un peu quand même Oui, mais ça m'a pas de toute façon vous savez tous autour de la table et puis je le dis là si ça a pas forcément été dit avant dans les numéros précédents, mais de nous quatre, je suis sûrement celui qui bouffe le plus de série B, voire parfois plus cinéma italien de genre, etc. Ça c'est vraiment pas un problème pour moi. Ça là-dessus et encore, moi je trouve même pas que effectivement pour un film de la canon, je trouve que Runaway Train tient la route d'un point de vue visuel. Ça pourrait être un autre distributeur que la Canon. C'est pas signé Canon hein, graphiquement, je trouve, enfin visuellement. C'est pas, je pense qu'ils ont fait largement plus dégueulasse que ça. Hein. Le film tient la route d'un point de vue technique. Faut pas déconner, ça là-dessus non. Mais bon. Oui, voilà. Et du coup, ce que je pouvais dire encore. Alors oui, du coup, j'ai noté quand même que le film, j'ai aimé son rapport avec la machine, du coup, le rapport avec le train, qui du coup me fait penser à toute une mouvance de films des années 70-80 où on a un rapport entre l'humain et la machine. Alors parfois les humains ont le contrôle sur la machine, des fois non, mais tout un rapport où on était dans une période dans les années 70-80 où on avait tellement d'avancées technologiques qui étaient incroyables. D'ailleurs, on le voit dans le film avec le parallèle qui est fait avec la NASA qui envoie des navettes dans l'espace, où justement on a un peu l'impression, les humains à ce moment-là, l'humanité avait un peu l'impression d'arriver à
à un stade où on pourrait toujours aller plus loin, faire Ouais, et toujours puis il plus. le dit dans le film, il a dit on est capable de faire ça, mais on n'est même pas capable d'arrêter un train. Voilà, et ça fait partie du paradoxe que j'aime bien. Et donc ça m'avait pensé à toute une batterie de films. Alors j'ai noté comme ça. Donc t'avais parlé de Sorcerer. Donc non, t'avais parlé de. Moi, j'avais parlé de Duel. Oui, J'avais fait le parallèle avec Oui, Duel il est là. pour Pardon. l'esthétique de la... J'avais parlé Du véhicule. il y a Duel. Mais- J'avais noté Sorcerer et aussi la scène de la course poursuite dans French Connection. Oui. Voilà, où il y a tout un truc avec la machine et donc là en l'occurrence des voitures, mais là Il y a Christine aussi, je suppose. Christine, je l'avais pas noté, mais j'y avais pensé effectivement aussi. Bon, Speed, qui au final les deux films sont liés. En plus là, avec le côté sans où ça ne s'arrête jamais. Duel a un peu ça. Et pour les besoins du film, alors au final, pour les besoins de l'émission, au final, il n'y a pas forcément trop de liens à faire. Mais j'ai regardé Point Limit Zero, Vanishing Point en VO. Je sais pas si ça parle à quelqu'un. Le titre, oui. Le titre, oui, mais je l'ai pas vu. D'accord, c'est un film Absolument du coup pas. des années 70, il me semble bien, 71 je crois de mémoire, qui a que la fameuse alors j'ai pas noté le nom de la voiture, je suis trop débile, mais c'est la voiture qui est utilisée dans le film de Tarantino, Boulevard de la Mort? Boulevard de la Mort. Merci. Ah, d'accord, Voilà. ok. T'es- Bon, je te dirais pour la voiture, hein, les modèles de bagnole, moi, Oui, non, voilà. Mais d'accord, ok. Chevrolet, au pif. Je crois, oui, il me semble bien ça. Bref, bah du coup, si vous n'avez pas vu, voilà. Dodge Challenger. Dodge Challenger, 440 merci. Magnum. Voilà, fameuse voiture de Point Limit Zero, qui raconte l'histoire d'un gars qui se prend pour idée de partir d'un point des États-Unis pour aller jusqu'à Los Angeles ou San Francisco, je sais plus, en 15 heures, et du coup il part à fond les ballons vraiment très vite, et il va être rapidement poursuivi par les flics de plusieurs États qui vont essayer de l'arrêter, mais il part comme un taré, il est sous drogue en plus tout le long. Bref, c'est un film qui est vraiment passionnant, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais voilà, dans ma tête, ce film Runaway Train fait partie de cette espèce de groupe de films où l'humain allait plus loin voulait aller toujours plus loin dans l'utilisation de la machine. C'est quelque chose de là on a ces plans où après avoir eu le premier choc avec les wagons, le train a une gueule un peu tentaculaire, un peu horrible, monstrueux, espèce de monstre de métal là. Je vois moi cette esthétique là du wagon de tête m'a fasciné. Je trouve ça magnifique. Voilà, je sais pas, je trouve ça curieux que le film vous a pas autant marqué, mais bah écoute, c'est Après, comme ça. encore une fois, hein, je n'ai pas détesté, mais je peux pas dire non plus que ça m'a emmené. Ça, franchement, non. C'est vraiment là de notre sélection de films autour du train, c'est de loin celui que j'ai le moins aimé. Ah ouais, alors que moi non, c'est un de ceux que de j'ai loin. le plus aimé, mais j'étais vraiment voilà très heureux de le découvrir. Voilà, après j'avais quasiment fini ma petite analyse, il y avait 2-3 petites infos en plus, mais oui, j'avais marqué que c'était un film que je trouvais très bestial. Donc ils en parlent d'un côté le rapport entre l'humain et la bête. Un film qui sent bon les années 70-80, même pas mal 70. Je trouvais que le côté le temps s'arrête en prison, puisque le film les gens passent du temps en prison, on dirait un peu que le film s'arrête un peu sur plusieurs décennies. Il est pas très je trouve qu'il y a un côté années 70 qui ressort pas mal quand même dedans. Peut-être ça vient aussi du fait que le film avait pas forcément beaucoup de budget et qu'on est dans un endroit un peu en dehors du monde. Et voilà, moi j'aime beaucoup le côté lutte contre les oppresseurs, recherche de liberté qui au final ne mène à rien parce que les personnages sont à la fois aussi horribles que humains. Avec le personnage principal qui est sa vie et qui est le monde entier, il se lui-même alors qu'il est vu comme un demi-dieu par presque tout le reste des autres personnages, dont Buck qui va être extrêmement déçu pendant le truc. Enfin bref, moi j'ai trouvé ça absolument passionnant, l'écriture et la façon dont les personnages cohabitent entre eux. Ils disent qu'il y a pas de, j'ai marqué d'ailleurs qu'il y a pas de bêtes dans le film. Il y a aucun animal qu'on voit dans tout le film. Ils sont dans un endroit extrêmement vierge. Il y a très peu d'êtres humains. Les seuls humains qu'il y a, c'est eux. Et eux, face à leur destin, la machine, du coup, dont je parlais, est une nature vierge et hostile, mortelle. Voilà. Ils sont obligés de survivre grâce à une machine qui va les tuer. Je trouve ça vraiment, en termes d'écriture, je trouve ça vraiment, le côté inéluctable de la chose et Oui, le Et film a un il te caractère prend dès le début, inéluctable. de toute Oui, façon. c'est oui, Voilà. oui, oui. Et pour finir sur le côté analyse, c'est la fin du film, quoi. Toute cette dimension philosophique et poétique dont je suis en train de parler, elle prend le dessus et sur l'ensemble même artistique du film dans ces 5 dernières minutes où vous avez du coup le Gloria de Vivaldi et les plans fous de Manny qui affronte son destin en étant debout sur le toit du train alors qu'il y a une citation de de Shakespeare
de sa pièce Richard III, Richard III, qui ouais, parle des bêtes. Il naît de bêtes si féroces qu'elles n'éprouvent une once de pitié, mais je n'en éprouve point, et donc ne suis pas une bête. Voilà, donc je trouvais ça vraiment très intéressant. Bon, ça fait déjà un bout de temps que je parle, j'en suis désolé, mais il me reste 2-3 petites infos. Là, on est pour conclure vite. Donc le film avait 9 millions de budget, il en a rapporté 8, c'était un échec. Malheureusement, même si c'était pas un échec si cuisant que ça, voilà, quand même pour l'époque. Le film en fait a été rapidement fortement oublié, et c'est plus tard qu'il a été remis un peu au goût du jour grâce à quelques fans par-ci par-là, mais bon, au courant des années 80 et surtout 90, le film était vraiment mis de côté et pas mal oublié. À noter quand même un mort sur le tournage. Il y a eu Rick Oley, Rick Oley, un pilote d'hélicoptère qui s'est tué pendant les repérages du tournage. Donc le film a failli pas se faire à cause de ça. Au final, ils ont quand même fait le film, mais le réalisateur a hésité à faire le film au moment de la mort du technicien. Le tournage en lui-même, j'ai trouvé 2-3 petites infos pas forcément très passionnantes parce que le film s'est déroulé sans autre incident majeur. Ça s'est plutôt bien passé, même si les conditions étaient très compliquées parce qu'il a fallu reconstituer entièrement le système ferroviaire. Et le film a été tourné en Alaska et dans le Montana, mais il y a eu beaucoup de fausse neige qui a été utilisée puisque en fait ils se sont retrouvés en présence d'un printemps précoce qui a parce que le film a été tourné début 85 et sorti fin 85, et en fait il y avait plus de neige, donc ils ont dû faire beaucoup de fausse neige. Voilà. Dernier petit point qui là va te faire plaisir quand même. Trevor Jones à la musique. Voilà. Tout à fait. Quelques belles pièces, ouais. Ah oui, mais la musique ça va, hein, c'est que j'avais noté. Mais c'est pour des branques, hein. Konchalovsky c'est pas rigolo, la musique ça va. Les acteurs, bon bah moi je sais pas des acteurs que j'aime spécialement. Ah moi non plus, hein. Voilà, il y a rien à la base qui. D'ailleurs c'était un peu une volonté du film d'avoir aucun gros tête d'affiche pour qu'on n'ait pas spécialement d'affect sur l'acteur en lui-même non plus, quoi. Mais oui, pour Trevor Jones, j'ai noté qu'il a fait des BO bien cultes qui suivent bien les années 80 et 70. Bon, là, en l'occurrence 80 avec Excalibur, Dark Crystal, Labyrinthe pour des films très fantastiques. Mississippi Burning et Angel Heart pour Alan Parker, qui a fait la musique. Il a fait la musique de Dark City pour Proyas, ou celle de Cliffhanger. On retrouve c'est pas un manche, hein, parce qu'effectivement, là, c'est plutôt des titres. La musique de Dark City est monstrueuse, pour avoir revu le film il y a quelques temps. Ouais, très bien. La musique de Mississippi Burning est très bien. Ça, c'est un de mes films fétiches de Parker. Et avant que tu le cites, il a aussi travaillé pour 2 films où il y a Daniel Day-Lewis. Il a fait la musique Au nom du père et du coup le dernier des Mohicans, de Michael Mann, qui est certainement sa plus connue. Après, il s'est un peu perdu en fin de carrière parce que ses derniers films où il a fait la musique, c'était La Ligue des Gentlemen Extraordinaires et Le Tour du Monde en 80 jours. Oui, celui avec Jackie. Voilà. Ouais, donc là, oui, il a moins bien fini. Voilà. Et pour terminer, voilà, une dernière fois, juste pour rappel que vous n'avez pas forcément beaucoup aimé, mais à l'époque, le film a eu quand même un petit succès puisqu'il a été nommé dans plusieurs trucs. Donc, au niveau des récompenses, il a été nommé aux Oscars pour meilleur acteur pour Jon Voight et meilleur acteur secondaire pour Roberts, et meilleur montage. Il a pas eu, il a eu aucun des titres. Il était en compétition officielle à Cannes en 86. Et au niveau des Golden Globes, il a été nommé au meilleur second rôle pour Roberts, et Jon Voight a eu le Golden Globe du meilleur acteur pour un rôle principal en 86. Voilà. D'accord. Là j'ai terminé. Donc ça marche. La prochaine fois je ferai peut-être plus court. Mais y a pas de souci. Très bien. Y a pas de souci. Et du coup, vu qu'on a terminé sur Runaway Train, on va pouvoir enchaîner avec le film de Bertrand, Le Mécano de la Générale. Le Mécano de la Générale. Voilà. Donc, Le Mécano de la Générale, comme on le disait précédemment. En VO, The General, et en version québécoise, ces crises de là, ils vont ben loin. Pareil. Rigolo. Non, c'est pure invention de ma part. Alors, film de 1926, co-réalisé par Buster Keaton et Clyde Brockman. Le duo officiant également au scénario, avec le concours de deux autres scénaristes d'ailleurs, il faut le souligner. On a un Charles Henry Smith et surtout un monsieur Al Bausberg, qu'on retrouvera quelques années plus tard, par exemple, excusez du peu, au scénario de Freaks, de Todd Browning. Ah oui, bah oui, quand même. Voilà. Chef-d'œuvre aussi. Ah oui. Ça, pareil, film un peu fondateur. Spoiler, c'est un chef-d'œuvre dont on va parler. Alors, petit point biographique quand même, histoire pour rappel. Biographie. Buster Keaton est né en 1895 et a entamé une carrière cinématographique en 1917, en étant dans les courts-métrages l'acolyte de Roscoe Arbuckle.
Voilà, dans la série des Fatih. Alors Fatih fait ceci, Fatih fait cela. Hein, je vous laisse aller compulser la page Wikipédia pour vous rendre compte un petit peu de l'ampleur du truc. Donc j'ai vu quelques-uns de ces films d'ailleurs, c'était sympathique. Moi j'ai tous les courts-métrages Keaton, Arbuckle, puis Keaton seul, il y a des petites perles. Voilà. Et des trucs beaucoup plus oubliables. J'ai pas tout regardé parce que oui, c'était tout n'était pas génial, mais bon. D'ailleurs, pour faire le petit lien, la meuf, enfin l'actrice dont je parlais tout à l'heure que l'auteur de Runaway Train avait connu en prison, etc. Elle a joué entre autres dans pas mal des films de Arbuckle. D'accord. Voilà, à l'époque du mai. Il coupe encore au début. Hein. Ouais. C'est fou. Hein. Ouais. Donc il passe assez vite à la réalisation. Hein. Dans les courts métrages, c'est un truc qui se fait. Chaplin a fait ça aussi. Tous ces mecs-là ont mis les mains dedans assez vite. Et d'ailleurs à noter que jusqu'à la fin des années 40, il enchaînera beaucoup de courts métrages. C'est un truc auquel il reviendra régulièrement en parallèle avec sa carrière dans les longs. Avec plus ou moins de régularité, puis avec plus ou moins de réussite aussi, parce que il y a un contexte économique qui lui sera moins favorable à partir des années 30 et qui fera qu'il est plus contraint qu'autre chose il signe avec passer le fiasco du mécano de la Générale, parce que ça en sera un, financièrement. Il va signer un contrat contre l'avis de son pote Chaplin, qui lui a dit, tu ne devrais pas. Non. Il signe un contrat avec la MGM où il va perdre une grosse partie de sa liberté artistique et où il va enchaîner effectivement alors des trucs où il n'aura plus voix au chapitre et puis des bides, voilà. De toute façon la période faste de Keaton elle dure moins de 10 ans. Voilà, c'est ça. Donc en parallèle avec les longs métrages, alors les plus emblématiques étant compris dans une période relativement brève. Hein, tu disais 10 ans, moi je dirais plutôt 5. C'est 1923, je crois que les trois âges c'est 1923 et ça se termine en 28 quoi. Et l'opérateur de Cameraman en 1928. Voilà, 5 ans, oui c'est ça. Ouais. Voilà. Donc c'est ce qui précède vraiment la signature de son contrat d'exclusivité. Donc il sera par la suite donc à l'affiche de il sera à l'affiche de films dont il n'est pas le réalisateur. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le long métrage et le court métrage donc. Puis ce seront des apparitions de plus en plus épisodiques. Alors on peut parler lesquelles on peut citer éventuellement les Feux de la rampe de Chaplin. Avec Chaplin. Oui, alors c'est un second rôle plus qu'une apparition. Ah oui, parce qu'il a pas il a un second rôle. Et puis tu peux en citer un autre. Tu l'as noté, non? Billy Wilder. Ah non, j'ai pas percuté sur celui-là, mais non, Billy Wilder. Boulevard du Crépuscule. Ah oui. Ah, c'est vrai qu'il a un rôle c'est dedans. vrai, oui. Oui, Boulevard du Crépuscule, il parle, il doit prononcer un mot. Il est autour d'une table de jeu, il prononce un mot, je crois, de mémoire. D'accord. Il est dans Boulevard du Crépuscule. J'ai vu Boulevard du Crépuscule il y a quelques années, mais je m'en souviens pas. Il y a Keaton. Alors, j'avais mentionné, moi, plutôt l'épisode de Il était une fois de la 4e dimension, la saison 3 de la 4e dimension, où il incarne un personnage muet dans un voyage dans le temps. D'accord. Oh, Voilà. Marrant, ça. Mais du coup, il devait être pas mal vieux, parce que Oui, le c'était quatrième... en 60... Il est mort en 66. C'est en 62 ou 3, je crois. Là. D'accord. Oui, donc il va En 61, pardon. Ou alors cette curiosité qu'on avait vu tous ensemble, enfin en tout cas nous trois, au cinéma, le film promotionnel des... Ah, le truc sur les rails, l'office de tourisme et Ouais. des trains canadiens où il traverse le Canada sur une draisienne, sur des rails. Mika était pas là, je crois pas. Ah bon? Ah non, On le connaissait pas à l'époque. Je m'en souviens pas. Non, il était pas là. Sur les fiancés en folie? Ah non, il était pas là. Ouais, je croyais. Je devais être au collège. Ben non, parce que c'était en fin des années 2010. En douille. Mais Fin des années 2010, j'étais au collège. Non, pas fin des années Fin 2010. des années 2010, non, mais puis quoi 2000, encore 2019, c'était il y a 4 ans. C'était, allez, 5 ans. 2018-19, les fiancés en folie au cinéma. 2010. La fin des années 2010. Ah ouais, Donc la d'accord. décennie des années 2010. Bah, 5-6 ans, il y a 5-6 ans, t'étais pas au collège. Bon, ça va pas, non? Pourtant, j'en ai le niveau. Un court-métrage donc d'une vingtaine de minutes qui s'appelle The Railroader. The Railroader, c'est ça, oui. Voilà. Donc c'est plus une grosse pub en fait. D'accord. Ok. Mais le film est amusant. Il est amusant. Donc ça, on est en quelle année, là? 60 là, Railroader, c'est 65 ou 6. Ouais, là, c'est, Ah ouais, ça doit être un des derniers trucs qu'il Ah a ouais, tourné, hein, clairement, hein. Voire le dernier. Ok. Donc, période brève mais faste, donc 5 ans on a dit, puisque ce sont pas moins de 11 films, 11 longs métrages, qui sont tous plus ou moins devenus des classiques. Ouais. Oui. Hein.
au minimum. J'ai pas tout vu, mais j'en ai vu quelques-uns. Et Bon, j'ai vu les 2 tiers et il y a rien acheté. Vraiment. Au sein de laquelle, donc à peu près au mi-temps de cette période, donc en 1926, sort ce Mécano de la Générale qui nous occupe aujourd'hui. Alors, petit point pitch. C'est important, ça. Voilà. le point pitch. Le point pitch. Et je vais essayer de faire bref. Hein. Pour une fois, on ne pourra pas me reprocher. Non, c'est pas ça, mais t'es pas obligé de raconter tout le film. C'est Alors. pas, tu le fais comme tu veux, mais tu nous avais tout pitché le dernier coup. Eh bien, alors voilà, c'est parti. C'est l'histoire d'un aller-retour. Intéressant, ça, parce que c'est un truc auquel je voulais arriver à un moment donné. Mais c'est ça. Voilà. C'est l'histoire d'un C'était aller-retour. bref, il n'y avait pas de spoil, hein, on est d'accord. Non, bon, blague à part. Le film se situe dans la période de la guerre de sécession, la Civil War aux États-Unis. Et nous découvrons lors de la rapide exposition, ça reste assez bref, les tenants et aboutissants de l'histoire, à savoir, en 1861, Johnny Gray est un conducteur de locomotive, interprété par Buster Keaton. La locomotive s'appelle la Générale, The General. Donc, il travaille pour la Western and Atlantic Railroad, qui se trouve plutôt basée en territoire sudiste et qui fait la liaison, en fait, entre le nord et le sud. Il est présenté, comme souvent dans ces films, comme timide, un peu empoté, et plutôt un peu rêveur, et puis voilà. À la fois amoureux de sa locomotive, et d'une femme, donc Annabelle Lee, on peut pas faire plus sudiste comme nom, hein, voilà, Mademoiselle Lee, qui semble lui rendre d'ailleurs tout à fait l'appareil. Alors qu'un rapprochement s'opère entre les deux tourtereaux, l'annonce de l'avancée des troupes nordistes provoque le branle-bas de combat dans la famille d'Annabelle Lee. Voilà, le frère arrive, on se rue vers les bureaux de conscription, à la grande fierté d'Annabelle, elle qui semble tout à fait ravie de voir son père et son frère partir gaiement au combat. Et elle demande donc à son amoureux s'il entend faire de même. Et lui, il est amoureux. Et à la faveur d'un long baiser par rapport à ce que durent les actions dans ce film, il se rue donc à son tour vers le bureau de recrutement. Et les choses ne sont pas simples, hein, parce que malgré ces multiples tentatives, d'une part pour arriver le premier, c'est quand même des lieux, des scènes assez spectaculaires, Plutôt rigolo. de chevauchement voilà, et ces tentatives répétées, en plus d'être spectaculaires, il est rejeté par le bureau de recrutement qui considère qu'il sera plus utile à la cause de la guerre en poursuivant son métier de conducteur de train. Alors, ce qui est marrant, un petit aparté avec Chaplin. Je sais pas comment tu le vois, toi, Bertrand, tu connais un peu le cinéma de Chaplin aussi. Moi, je pense que la même chose chez Chaplin. Chaplin aurait tout fait pour échapper au recrutement. Mais oui. Là où Keaton, par amour, tu l'as dit, Oui. fait tout pour se faire enrôler et il n'y arrive pas. C'est marrant parce qu'en fait, on a un peu les deux pendant. par contre, hein. Non, il a fallu qu'elle lui demande. Tu comptes t'enrôler oui, oui, je vais y aller. Oui. Donc, mais bon, c'est rigolo, mais je crois que Chaplin, ça aurait été presque le postulat inverse. C'est assez marrant de les mettre en opposition. Je pense. Bref, aussi, ouais. vas-y, continue le pitch. Donc l'armée les conduit, et il est finalement refoulé manu militari, c'est le cas de le dire, dans la rue. Alors le quiproquo initial part donc du père et du frère qui se trouvent dans la file d'attente à ce moment-là, et qui, eux, semblent juste le voir errer comme s'il n'avait rien fait d'autre de sa journée, et en déduisent qu'il n'a fait aucune preuve de patriotisme, en fait, dans cette histoire, ce qui leur déplaît. Il s'en ouvre à Annabelle, ce qui lui déplaît également, et elle va lui faire savoir. Donc, voilà, je ne t'adresserai plus la parole tant que tu ne porteras pas l'uniforme. Super cool. C'est... Vraiment. ça donne lieu à la première, je trouve, la plus belle scène du film. La plus belle, vraiment la plus belle. Le moment où il retourne à son train, dépité, Oui, je vois très bien. s'assoit sur la bielle, et le train démarre. Oui, et il Et est en suit le c'est mouvement beau, de la ça. bielle. Ça, c'est vrai que c'est génial. Là, il y a de la poésie pour le coup. Oui, Voilà, oui. j'y vois vraiment ce truc-là. Donc, un an se passe. La guerre a suivi son cours. On fait la rencontre d'un groupe de soldats sudistes nordistes, qui projettent le vol d'un train en territoire sudiste pour
en remontant la ligne entre le nord et le sud, saboter cette ligne au niveau d'un pont, si je me rappelle bien, de façon à couper l'approvisionnement du sud. Parce qu'il faut rappeler que dans ce film, si on peut faire entre guillemets un résumé un peu simple, les nordistes sont les méchants Les nordistes sont et les les méchants. sudistes sont les gentils. Voilà. C'est ça. Ce qui, si j'ai pas une grande culture dans l'histoire américaine, mais ce qui aujourd'hui, enfin c'est pas vraiment comme ça qu'on voit. Alors, il y a beaucoup de choses à nuancer à ce niveau-là. Ouais, je pense, effectivement, mais, c'est- Il y a deux écoles, pense, de toute voilà. façon. Ouais. Mais, donc, c'est les nordistes qui ont gagné la guerre. On est d'accord. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Et l'histoire est écrite par les vainqueurs. Effectivement. Voilà. Donc, opération d'infiltration et de vol de matériel. Donc, l'opération fonctionne, ce qui est assez méritoire, hein, on peut leur accorder ça. Mais, par un hasard malencontreux, il s'agit du train de Buster Keaton, de Johnny Gray, lequel est donc dérobé pendant la pause où tous les passagers sont supposément descendus. Et le mécanicien est en train de manger. Sauf que un des passagers est remonté à bord. Bon sang, mais c'est bien sûr. Il s'agit d'Annabelle qui s'en va voir prendre des nouvelles des membres de sa famille partis sur le front. Repérée assez vite par les soldats nordistes, elle est prise en otage. Et ce faisant, personne n'est au courant de sa disparition. Mais le mécanicien, donc Johnny, est interpellé par ce train qui s'en va sans lui. Il commence à le poursuivre, pensant être aidé par ses collègues ou le reste de la population, mais il se trouve assez vite seul. C'est là que le truc va vraiment... c'est ce côté seul contre tous, mais il s'en est pas rendu compte tout de suite. Oui. Oui. Voilà. C'est... Ça, ouais. Il est Il y a pas ça. Il est génial. Excusez-moi. Donc, il faut savoir quand même que le film va donc être une longue course-poursuite dans un sens, Ouais. Puis dans puis l'autre. dans l'autre, en effet miroir, puisque finalement, il va y Exactement. avoir sabotage dans un sens et sabotage dans l'autre. Voilà, poursuite, rattrapage, reprise d'avance, des trucs avec le réservoir d'eau. Enfin voilà, c'est les deux parties fonctionnent vraiment en miroir l'une par rapport à Ouais. l'autre. Mmh. Alors il faut savoir quand même plusieurs choses. C'est que l'action de ce film est basée sur des faits réels. À savoir une action militaire connue sous le nom de Raid d'Andrews, qui a lieu en 1862, en avril de 62, je crois, dont le déroulement est à peu près similaire à ce qui est décrit dans le film. De plus, le film est reconnu comme ayant été à l'époque un des plus chers à produire de toute production confondue. Avec son tournage en décor naturel, l'emploi et la reconstitution de plusieurs locomotives d'époque, Sachant qu'il en a bousillé une. oui, Et voilà. exprès, Exprès la cascade la celle plus chère de du pont, l'époque. enfin tout en grandeur nature, quoi, c'est pas des L'opposé maquettes, de enfin, c'est Chap- des maquettes si, parce que je pense que la locomotive qui se casse la gueule n'est pas complètement opérationnelle Non, peut-être au pas. moment Mais de la chute, mais Voilà, il y a du trucage quand même, quoi qu'il arrive. Mais il parlait de 46 000 $ de l'époque juste pour ce. Ah mais cette scène-là. oui, pour un seul plan, ils ont bouffé plusieurs dizaines de milliers de dollars. Mais de toute façon, tu disais, alors moi j'ai lu là, je viens de lire un bouquin sur Keaton. onéreuse du cinéma Oui, muet à l'époque. C'est voilà, le film, je crois que c'est le film le plus cher du cinéma muet à ce moment-là. Enfin, c'est un truc absolument dingue. Juste pour faire le parallèle avec Chaplin, qui faisait totalement l'inverse. Tu parlais des décors naturels, choses comme ça. Oui, Chaplin mais- faisait absolument l'inverse. Mais C'est vraiment ce qu'on parle tout. là, De toute façon, c'est deux écoles très différentes, hein, malgré Chaplin tout. hein. était quelque chose tourné vers l'intérieur et Buster Keaton était tourné vers l'extérieur. C'est ça dans leur méthodologie déjà, Ouais, je ouais, pense ouais. que c'est un truc qui est assez flagrant. Donc, alors il y a une foule d'éléments dont on pourrait parler. Mais notre podcast pourrait durer des jours et je pense que Sur on du a Keaton, déjà ça bien- pourrait être long. bien entamé. Je voulais donc tenter d'essayer de recentrer sur quelques points en particulier. Déjà, le film, dans sa forme, il emprunte beaucoup au slapstick, hein, on est à la sortie de cette mouvance-là de film avec la violence exacerbée, quasiment inoffensive, mais, mais quand même, les coups de bois, voilà, c'est quand même pas ce qui manque. Et, c'est un truc qui est présent depuis les débuts du cinéma. Et on peut constater que grâce à l'apport de certains outils, de bouts de bois de chauffe, de traverses de chemin de fer, voilà, d'objets en métal plus ou moins variés, de sabres qui se démontent,
le canon, tout ça, toute la violence est présente quand même tout au long du récit. Mais pour moi, c'est un héritage justement du slapstick. Et peut dépasser l'aspect primaire des choses, justement. Keaton, lui, il dynamite un peu ça en variant justement les utilisations de cette violence. Et en la rendant à la fois obligatoire, puisque les outils sont là, enfin voilà, et en même temps totalement hasardeuse. c'est quand même, ce qui est quand même un instant, il se passe une action et la réaction est tellement rapide que finalement oui je vais faire ça, hop, et puis je le tape. Enfin voilà, le type qui se réveille 2 ou 3 fois, c'est un peu comme ça que ça arrive. Voilà. Le canon aussi est un élément. Oui, tout est prétexte à faire des conneries. Une écho avec la scène dans Snowpiercer. Ouais, par contre, il y a un truc très intéressant avec le canon. Ouais. Il y a où justement le train prend un virage dans Snowpiercer, il tire pour arriver au wagon supérieur. Ouais. Comme ça fait un virage, il se retrouve un peu en là, vis-à-vis, et Keaton fait finalement la même chose avec son canon. Il fait la c'est même ça. chose. Enfin non, c'est Bong Joon-ho qui a fait la même chose que. Oui. Après, clairement. Je pense que Bong Joon-ho a vu ce film. Il doit avoir vu les Buster Keaton, c'est assez probable. Ça m'est tellement sauté aux yeux que c'est pas possible du contraire. Ou alors c'est... Moi, je n'y ai jamais pensé. Mais bien joué d'avoir repéré. Hein. Moi, Ou alors, alors c'est disons que vraiment les le deux actions, coup de bol, je les quoi. avais bien, mais le truc, c'est que dans Snowpiercer, c'est un acte volontaire. Ah oui, parce que lui, il fait pas exprès. Non, parce qu'en fait, il est à le 2 fait doigts pas de se exprès. faire défoncer par son propre canon. Exactement. Et en fait, coup de bol, il y a ce virage, à un moment qui effectivement donne une configuration idéale, puisque la locomotive est désormais en biais, et effectivement le boulet part défoncer, je sais plus quoi, un peu plus avant sur les rails. Mais c'est amené de façon assez intelligente, c'est remarquable. Enfin, avoir ça en tête en 1926. Wow. Et de le faire. Et puis de le faire, surtout, et d'arriver à le mettre en œuvre, d'arriver à le rendre visuellement. Enfin, voilà, là, mais chapeau. de toute façon, tout est vraiment XXL dans ce film. Les passages de wagon en wagon, les montées et descentes de locomotives en mouvement ou en marche. Les cascades, évidemment. Les cascades, les cascades toujours. Ça, il arrête pas, Keaton. Mais alors l'autre, je dirais, l'autre procédé narratif utilisé et torpillé par Keaton quand même, c'est l'art du quiproquo. Parce que là, on est quand même dans un truc où c'est sans arrêt. La liste est longue, je dirais, entre le malentendu initial qui vaut à Johnny d'être rejeté par sa fiancée, le même qui vole à son secours alors même qu'il ignorait qu'elle était restée à bord et qu'elle avait été prise en otage. J'en passe et des meilleurs. Il y a même les quiproquos, je dirais, annexes entre les soldats eux-mêmes. Les quiproquos vestimentaires, tu sais. Faut que je retire la tenue, je sais plus la bonne. Je vais remettre celle-là. Enfin, c'est fou. D'uniforme. Ah oui, merde, il faut penser à ça. Voilà. Et donc c'est autour de ces deux éléments que s'articule la grande course-poursuite d'ailleurs qui balise l'itinéraire aller-retour. En fait, voilà, c'est ça. Aller-retour qui fonctionne également comme un miroir, je le disais tout à l'heure, puisque après une mission nordiste d'espionnage, c'est Johnny et Annabelle qui se retrouvent à espionner les nordistes et qui décident de venir redonner l'information à leur propre camp. Voilà, tout en tentant de ralentir la progression des autres, qui sont derrière, et des colonnes de soldats à pied et à cheval, chevaux qu'on voit pas beaucoup d'ailleurs. Non, c'est vrai. Pour un film de cette époque, qui traite d'une époque antérieure, à part les scènes de colonnes de soldats, on voit pas de chevaux. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ça. J'ai noté ça à la fin, j'ai dit, c'est curieux quand même. Les chevaux, les bourricots. Ah bah, c'est souvent quand même. Ah oui. Mais, alors... Et voilà comment Buster Keaton a explosé le concept de l'arroseur arrosé, messieurs. Faut bien appeler les choses comme elles sont. Alors, je suis pas un connaisseur vraiment de l'œuvre de Keaton. Je connais par oui dire. Je connais 2 films maintenant. Donc, Mécano de la Générale et Les Fiancés en folie. J'ai quelques notions parce que j'ai vu des documentaires, des interviews où il était mentionné. Voilà, ce genre de choses-là. Mais à mon sens, le film a fait date quand même. Notamment par un aspect, je dirais, de bilan, de film somme, en fait, qui compile pas mal de morceaux de bravoure en utilisant et en dynamitant les procédés narratifs de l'époque, comme pour mieux ouvrir l'horizon sur ce que son art allait devenir, en fait, à Buster Keaton. Je trouve vraiment qu'il y a ça. Vraiment, on explose les bords du cadre. Il écarte les bras pour montrer qu'il explose les cadres. Voilà ce que le cinéma pourrait devenir. J'ai vraiment l'impression qu'il nous dit ça, en fait.
On peut Et faire ça, qui on de- peut le faire. qui deviendra même plus tard, parce qu'au final, la suite de l'histoire du cinéma va aller effectivement dans le sens de toujours plus, encore plus de moyens, Hollywood qui va faire ça de manière générale, mais dans les années 40, 50, 60, on voyait pas forcément des films d'action comme c'est le cas là. Et voilà. Au final, ça viendra plus tard avec l'arrivée de Spielberg et des choses comme ça. Et je sais pas si tu voulais faire le lien avec je t'avais envoyé une vidéo, je sais pas si tu l'avais regardée. Oui, si t'as voulu oui, faire alors le bah lien. après je l'ai vu que ce matin. Pour être, pour être tout à fait franc, mais c'est riche d'enseignements. Il y a Oui, pas- voilà, donc c'est, Il y a du une coup, mise en parallèle entre le mécano de la Générale et Fury Road. voilà. Ah mais bien sûr. Voilà. Bah bien sûr. Mais moi, alors figure-toi que je l'ai noté. C'est quand même rigolo parce que je me l'étais noté. Récit d'un aller-retour, film symétrique. Donc Oui, tu l'as tout dit. à fait. Donc j'avais pas besoin de leur Oui, dire. voilà, bah, Et j'avais mis Ça y est, égal Fury Road point d'interrogation. Ouais, voilà. Ouais, Bah, c'est Voilà. ça, je l'ai, Donc ouais. Pour faire la pub, c'est une vidéo d'une chaîne YouTube très qualitative qui s'appelle Versus, qui s'amuse à faire des parallèles entre deux films qui de prime De abord prime auraient abord. pas forcément de lien Ouais. comme ça, ou alors un peu léger qui va essayer de mettre en lumière. Et là, en l'occurrence, le parallèle entre les deux est Ah vraiment mais hyper mais intéressant. complètement, Et vraiment, complètement. on est sur deux gros actionneurs. Je comprends que tu m'aies dit d'ailleurs qu'il valait mieux avoir vu le film avant. Je t'en remercie. Ah, oui, tu m'as dit, je la regarde tout de suite. J'ai là, regarde bah non, peut-être bah, ton moi, film d'abord voilà. avant de revoir ça. Et donc, bah voilà, je parle depuis tout à l'heure de dynamitage, d'explosion, mais c'est même à prendre au premier degré, hein, de toute façon, puisque le film est spectaculaire. Ça, on peut pas lui enlever ça. Et pour tout dire, relativement violent. Mais violent, il y a la violence du slapstick, d'accord, mais il y a la violence de ce que ça raconte. Oui. La violence du rejet dont sa fiancée comment elle le rejette. La violence de certaines scènes. On est La en fin, guerre. les scènes de guerre de finale, On elles est sont en guerre. impressionnantes hein, quand même. Hein. Parce que Ah bah, on a beau être dans un truc où il y pour a, l'époque. Ouais. il y a pas d'effusion de sang, certes, il y a Ah bah non. il y a pas de blessure apparente, mais les deux, le sniper dégomme tous les Oui, mecs tout le qui sont monde. autour Oui, du C'est canon. vrai. Bon, C'est c'est tourné vrai. à la Avant de se rigolade faire comme planter, voilà. Se faire planter par Il la est lame qui rigolo. fout le camp par inadvertance. Mais et il est quand même mort. Mais il est mort. Et Il y a des morts. Non mais il y a des morts. Tous ces mecs Non, c'est impressionnant. Voilà. Ça vire au film de guerre. Hein. Hey. C'est un western, un road movie, un petit peu dans sa plus grande partie, et puis au final, ça vire au film de guerre Eh ben, pur. c'est C'est vraiment quand même la guerre. impressionnant. Non mais Les boulets de canon font mouche, il y a des Ouais. trucs qui pètent. Enfin, voilà. serait-ce à dire qu'il avait 20, 30, 40 ans d'avance, parce que tout à l'heure vous avez quand même dit un truc intéressant, j'ai pas rebondi, mais donc film d'action qui n'arrête pas, etc. T'as mentionné Spielberg, bon Spielberg est arrivé dans les années 70. C'est vrai qu'on n'a pas eu de gros équivalents dans les 2-3 décennies Bah ouais, peut-être qu'on ouais, ce que je suit. disais, C'est hein, quand même impressionnant. Donc Keaton avait vraiment une avance de dingue. On a le C'est- Peplum qui arrive dans les années après, qui va devenir une espèce de fer de lance de qu'est-ce que Hollywood veut faire quand il veut faire genre plus grand, plus gros et tout, mais Voilà, ça fait des c'est ça. grands films avec des grands noms, des grands décors, beaucoup de gens et impressionnants et tout. Mais ces mecs-là, c'est on pas peut le vraiment. pouvoir t'arrives dans les Keaton, années un mec comme 50, quoi. 2000 a pris le pouvoir après Keaton, en fait. Oui, en plus. Oui, bah, carrément. Bon, parce Mais- que oui, mais 2000, ouais, on il y n'est avait pas cette dans espèce le- d'emphase, d'ampleur, de voilà. Mais de toute façon, il y arrivait après. Donc, quel que soit le point de vue sur lequel on se place, Ouais. duquel on se place, Keaton était en avance. Ouais, Il puis avait une puis avance de on fou, a le quoi. western Donc, qui va prendre le dessus sur le cinéma de manière générale Ouais, dans les ouais. années 40-50 où on n'a pas trop ce truc d'action presque sans arrêt, même si le film c'est pas du début à la fin, il y a quand même les Oui, 15 Mais il y a 20 quelques scènes un minutes. petit peu plus posées, oui. Voilà quoi, Mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu es sur le train, ça ah n'arrête bah pas. là ça À n'arrête partir du pas. moment où tu es sur le effectivement. train, ce qui représente quand même les 2/3 du film, Oui, voilà, ouais. ça n'arrête pas. Et des films C'est- avec le même genre de structure, effectivement, on n'en reverra pas avant très Avant longtemps. longtemps, ouais, ouais, ouais. Et, Mais même, et que ça euh, devienne quelque chose de tout à fait la norme aujourd'hui. C'est quoi. ça. Même quand il va sauver sa chérie et qu'il se retrouve sous cette table là, Mais la oui. mise en scène fait Oui. que ça ne s'arrête pas. Moi j'ai trouvé ça méga Ouais, elle est trop bien, intelligent, le fait que Ah, il le regarde salaud le trou dans la nappe. ouais, C'est le génial, salaud ça. il fume là, puis avec son cigare, paf, ça fait pile l'encart et on voit l'œil de On voit l'œil de Keaton sous qui la table, apparaît. et à travers ça, il voit... voit C'est ouais, ultra, c'est génial, c'est ultra c'est génial. intelligent et Ouais. c'est impressionnant à quel point il fait passer plein de choses alors que c'est du noir et blanc et que c'est muet. Oui. Et il fait passer beaucoup plus de choses que certains films actuels. Je trouve. Enfin, Ouais, mais c'est- Et il utilise peu de cartons, hein, Et- parce que des Ah non, cartons mais c'est vraiment- de c'est texte, il y en a vraiment- très mais peu. il y en a- hein. il y en a C'est- très peu. il fait passer qu'avec Et- l'image quasiment. et hein. C'est quand même incroyable. Et c'est d'ailleurs, Mm. voilà, c'est en ça que il y a un investissement physique de Keaton, mais ça c'est Ça, on le régulier savait, dans toute son de toute dans façon toute son depuis œuvre. toujours, oui. Mais là,
je connais pas tous les autres films, mais là, il est vraiment à courir partout, il passe en dessous, il passe au-dessus de sa locomotive. Moi, Sherlock Junior, il y a des trucs assez fous avec une bagnole. Sherlock Junior, Et là, Sherlock Junior, il est complètement dingue là-dedans. D'accord. C'est enfin, c'est. on t'a agressé. Ah bah, Sherlock Junior. Sherlock Sherlock Junior, vraiment Junior. que je poursuive là-dedans. Ah bah, puis de toute façon, je pense que tu ne peux Puis, que aimer. Et puis, Sherlock Junior, c'est un long métrage entre guillemets parce qu'il fait quoi? Il fait 45 minutes, il est 45 beaucoup plus court que, enfin oui, 45-50, Bah je là, sais pour plus. le coup, Il fait moins d'une heure, sur hein. un long métrage très long, puisqu'il doit faire 1h15. Une heure et quart, ouais. Les fiancés en folie faisaient quoi, 1 heure à peine. un peu C'est plus des d'une heure, longs j'ai vu il y qui a sont pas à peine longtemps. des longs, hein, mais c'est tellement, puis ça en raconte tellement. Oui, Genre, en plus, bien pris une petite demi-heure. pour ah revenir oui, sur, oui. pour Bah revenir oui, sur bah ce qu'on oui. disait en Ouais, plus, c'est, genre c'est toujours très court. Même Chaplin de mémoire, ses films étaient un peu plus longs. Alors pas Ah bah, à forcément partir du moment où tous, il passait au long, oui, c'était mais, plus long. Oui. Alors le cirque et Rue vers l'or, pas forcément tant que ça, une mais heure 10, une heure, mais après, oui, il a fait un dès peu qu'on plus dépasse long. les années 30, dictateur, c'est plus de 2 heures. Oui, Bon après oui. là c'est du parlant, donc c'est un peu différent. C'est Mais différent, bref, la même le modèle est assez unique parce que même on parlait de Cécile B2000 ou des choses comme ça. Après, ce qui deviendra le grand cinéma hollywoodien, c'était plutôt long. Oui. Alors que lui, Oui. il faisait quelque chose d'extrêmement court et efficace. Ouais, mais il y avait une narration qui était Ouais. ramassée. et Ramassée, efficace, ben voilà. Ouais, C'est puis ça. pour faire juste vite fait le parallèle, vu qu'il y a 2-3 minutes vous avez parlé du nombre de cartons. Alors là en l'occurrence encore c'est la fameuse vidéo de Versus qu'on parlait Oui. très bien, où ils font un parallèle entre Fury Road et le Mécano le Général Ouais. encore une fois sur au niveau des paroles. Mais c'est pas des films très bavards. Ah bah, c'est vrai que oui, Fury Road est connu pour pas être très bavard. Vraiment, quand on compare les temps de parole des deux, au final, c'est vraiment très C'est similaire. équivalent, Si ouais. on prend le nombre de cartons, le général, il y a Ouais. il y a quasiment rien. Bref, vous avez compris. Mais là aussi, Ouais. ce serait intéressant de savoir si Miller a, bon, qu'il ait vu le Mécano de la Générale, j'en doute peu. Mais ce serait intéressant de savoir si il a vaguement pensé au Mécano de la Générale en Ce serait intéressant, concevant effectivement. Fury Road. Parce qu'il y a tellement de similitudes. Tu vois, c'est marrant, parce que moi, je n'ai pas vu ce que t'as envoyé à Bertrand. Je me suis noté ça. En fait, l'histoire de la symétrie du récit, le livre que je viens de lire en parlait. Oui. Moi, j'avais vu cette histoire d'aller-retour. Je dis oui, on peut même parler de symétrie. Parce mais- que t'as toi quasiment mais tout dit. à fait, Et ouais. pour cause. Par contre, Fury Road, je me suis dit, mais putain, une histoire d'aller-retour. Mais c'est le film, c'est Mad Max. Mais tout à fait. Et je l'ai noté. Et qu'est-ce que vous sortez là, les gars? Une référence d'un mec qui... Ouais, Comme c'est quoi, on n'est pas que 3-4 couillons dans le monde à y avoir pensé. Ouais. Donc, Faut qu'on chope son adresse mail. ce... Faut qu'on lui envoie un mail. George Miller, coucou. George Depuis Miller, notre Berry, @gmail.com. voilà. Non mais c'est fou. Nous, Enfin, c'est nous adressons nos plus sincères tristesses Pour Furiosa. pour Furiosa. Nous sommes allés le voir en salle. Nous le soutenons le prochain si c'est possible que tu le fasses. Maintenant, nous avons une question. Non mais voilà, ce serait vraiment intéressant. Voilà comment dirais-je, l'influence possible de Keaton sur Fury Road, qui serait quand même incroyable. Enfin, Oui. moi, je trouverais ça absolument dingue. quoi. 90 ans plus tard. Superbe. c'est fou, quoi. Ouais. Mais ça reste un film. Tu parlais d'un film somme. Ouais. Je suis assez d'accord. Ouais. Mais dans un autre sens, ça ressent. Alors c'est un film somme pour son cinéma à lui, mais pour le cinéma des années 20, pas forcément plus que ça, parce qu'au final des films aussi grandioses. Et alors je suis pas un grand connaisseur des années 20 quand même, mais j'ai pas le souvenir d'avoir entendu parler de beaucoup de films qui ont la même volonté d'aller si loin dans l'action, dans ce genre de Alors, choses quoi. Mais t'avais est-ce que Griffith qui avait, mais il était déjà en perte de vitesse, Griffith. Griffith, Voilà, oui. Puis il faisait des films plus longs lui. Et puis alors plus long, et puis c'est surtout qu'il avait pas du tout les mêmes ressorts scénaristiques et dramatiques que Keaton. Ils Non, mais étaient voilà. pas du tout sur le même créneau. On peut comparer Chaplin et Keaton. Griffith et Keaton, c'est très différent. Mais est-ce que ça explique pas en partie l'échec d'ailleurs du Mécano de la Générale? Parce que finalement, comme on l'a dit, le film était très probablement en avance sur son temps. Oui. Comme Ah, il s'est tous écrasé les au films. cinéma. Ah oui, il s'est gaufré, mais lamentablement. C'est son plus gros échec, je crois. C'est pas compliqué, c'est son plus gros échec. Bah, fait chier. Et comme tous les films en avance sur leur temps, quelle que soit l'époque, souvent ils se croûtent, les films. Eh ben, est-ce que c'est pas le problème du Mécano de la Générale? Ou en tout cas, l'un des problèmes. Alors là, je C'est- saurais Pas les problèmes Non, en mais son ce temps, serait- parce qu'aujourd'hui c'est pas du tout un problème. Hein. Ah bah bien C'est- sûr que pourtant, non, ça bien sûr en, que ça non. en fait un chef-d'œuvre. Bien sûr que non. On a ultime. quand même l'histoire d'un type auquel les gens s'identifiaient quand même relativement facilement. Oui, C'était oui, une c'est sûr, célébrité. c'est sûr. Et là, en plus, on le voit faire ce qu'il sait faire. Voilà, Ah bah, il est dans aux ses prises œuvres, avec hein. une machine. Il est dans avec ses une œuvres, machine ça. qui est son partenaire de jeu, qui est son décor, qui est son adversaire en même temps que son allié. C'est l'alliance entre Buster Keaton et la locomotive, c'est vraiment deux acteurs, quoi. C'est vraiment deux personnages. Alors, pour moi, ça renforce quand même un peu l'idée que Buster Keaton n'a pas inventé le ressort de la suspension d'incrédulité, hein. Parce que le théâtre existe depuis l'âge antique, machin, tout ça. Mais il l'a boosté à un niveau, je pense, qui est largement au-delà des standards de l'époque. Et
Et ça s'est renforcé aussi par l'aspect stoïque que lui garde en toutes circonstances. C'est Oui, c'est lui une seule fois. L'homme qui ne rit jamais. Ah bah oui, la formule est connue. Oui, Keaton n'était pas connu pour être Ça super expressif. Non, bah non. Ça fait partie du personnage. Ce qui est fou, c'est qu'il est pas expressif, mais il te fait passer tellement de Ah choses. bah il fait penser plein de Ah trucs. oui. Oui, ça, c'est clair. Mais c'est- surtout sachant vu tout ce qu'il traverse, notamment dans ce film-là, quoi. Voilà. Il y a les péripéties de l'histoire, il y a les péripéties du scénario, mais il y a aussi le tournage en lui-même hein, qui pouvait receler son lot de danger. Alors je veux bien qu'il y ait des trucages, machin, tout ça, mais quand même. Oui, il était connu quand même pour prendre des risques. Ce qui m'impressionne, alors il y a la scène du pont avec la chute de la locomotive qui est très impressionnante, certes. Mais il y a pas d'humain sur celle-ci. Non. Oui, voilà. Moi, la séquence qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête, et je pèse mes mots, c'est vraiment la première séquence de déblayage d'objets laissés sur où il est assis sur l'avant. de la locomotive. Où d'ailleurs il dégage un morceau de bois, il en tapant jette avec un, celui qui vient et ça marche. Le bout de bois, il gicle. Tout ça après avoir marché pendant une bonne minute devant la locomotive qui marche certes au pas. Peut-être qu'il y a un trucage au niveau de la perspective, j'en sais rien. Ouais, mais enfin, Mais il quand donne même, vraiment n'empêche, l'impression d'être juste devant. Ouais. Il marche devant une Il bute locomotive. sur une traverse, ouais. qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Voilà, c'est le... Et là, oui, la suspension de l'incrédulité, t'es obligé d'y recourir quand même, hein, pour... Il la met à rude épreuve. À rude épreuve. Alors voilà, donc ce que je disais, il y a certainement des trucages qu'on ne voit pas, qu'on ne devine pas. Certainement. Et Keaton était certainement pas un trompe-la-mort complètement inconscient. Il devait non, mais il avait pas froid aux yeux quand même. Il avait pas froid aux yeux, mais il savait yeux. quelle était sa constitution, quel était son physique. Il savait mesurer les risques, je pense. Et je pense qu'il devait s'entourer de gens de confiance. Oui. Quand il a un panneau, alors c'est pas forcément dans ce film-là, mais quand les fameux, enfin certains plans très connus où il y a un espèce de panneau de bois immense, oui, d'une maison entière qui lui tombe dessus et lui il est pile sur l'entrée de la fenêtre. Voilà. Je pense pas qu'il était menuisier, tu vois. Il devait faire confiance. Non, mais ça avait été calculé. Ça avait été calculé. Il devait être avec des gens de confiance pour être sûr que la personne fasse les choses bien. Oui. Je serais pas étonné de savoir qu'il ait bossé avec la même équipe sur tous ses films. Ah ben je te confirme. Ouais. Il était connu pour ça. Et alors d'ailleurs, tu as parlé au début de la jeunesse du film, Bertrand, le mécano de la Générale. La plupart des films où il avait le contrôle, en tout cas, mais n'importe qui pouvait amener des idées. Du simple technicien sur le plateau à ses proches collaborateurs. Il faisait des espèces de brainstorming, il chopait les idées de tout le monde, etc. Alors à l'inverse, une idée qui ne correspondait pas forcément au type d'humour que lui voulait faire ressortir dans ses films, une fois il en a filé une à Chaplin comme ça. Ah oui. Ah oui, carrément. Il a contacté Chaplin, il lui a dit bah écoute, pour moi ça fonctionnera pas dans mon film, ça aura pas sa place. Je te file le gag. Voilà. Bon, je l'invente pas, hein, je l'ai lu là récemment. Donc voilà, mais il faisait avec son équipe, qui était effectivement la même d'un film à l'autre. Ils avaient un système de réunion, de machin. C'était un énorme travail collectif. Alors c'était Keaton évidemment qui chapeautait un peu le truc, c'est évident. Mais il avait le contrôle sur son truc et puis c'était lui qui disait bon bah ça je prends pas. Mais il n'empêche qu'il faisait participer tout le monde. Ça devait être fascinant de bosser avec lui. Ça devait être dingue. Le truc c'est qu'il y a eu énormément de co-réalisation. Je pense qu'il était justement autant impliqué dans la mise en œuvre technique de filmage, je veux dire, que dans la mise en place du set. Oui. Et j'imagine que ne pouvant pas forcément être partout, le co-réalisateur était là aussi pour le co-réal déjà, je pense, gérait la partie peut-être, alors pas forcément cadre, parce que je pense que Keaton décidait des cadres, mais Keaton était il était quand même assez présent dans les films. Enfin, dans le mécano de la Générale, il y a pas beaucoup de plans où il est pas. Donc forcément, tout ce temps-là, il est pas derrière la caméra. Donc et puis comme a priori, contrairement à Chaplin, qui avait une certaine idée du contrôle et puis de la Chaplin faisait la musique de ses films, il jouait dedans, il les produisait, il les écrivait, il les tournait. Enfin, le nom de Chaplin revient partout dans ses à partir du moment où il y a eu le parlant, il faisait la voix off de ses films pour ceux où il y a eu de la voix off, etc. Bon, je crois que c'était le cas de La Ruée vers l'or, je veux pas dire de bêtises, mais Keaton n'avait pas ce côté artiste omnipotent, omniscient, omniprésent, voilà. Là encore, l'approche était quand même un petit peu différente malgré tout. Donc Keaton, effectivement, s'entourait et n'hésitait pas à créditer ses potes, voilà. Effectivement, Keaton est rarement, pour pas dire quasi jamais, crédité seul à la réalisation. Je crois que c'est arrivé sur les quelques longs métrages qu'il a fait. Ça a dû arriver peut-être 2-3 fois, même le mécano de la Générale, qui est sûrement son film le plus connu. Bon, ils sont deux à la mise en scène, tu vois. Donc, il avait pas ce côté, il faut qu'il y ait mon nom partout, quoi. Voilà.
Alors c'est le plus connu, mais bon, on peut quand même lui trouver des défauts. C'est vrai qu'on peut gloser quand même un petit peu sur la quantité de clichés au kilomètre qui est débité, notamment le patriotisme un petit peu simpliste, la fiancée éblouie par le prestige de l'uniforme. Après, c'est un film qui a 100 ans. Hein. Voilà. Voilà, Et qui raconte une histoire qui s'est passée il y a 150 ans. Voilà. Donc finalement, Alors, le recul est quand même pas le même. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut quand même être un petit peu indulgent avec Ouais, non, les mais films Mais qui c'est ont bien de 100 ans. mais Il faut le souligner, bien sûr. bien sûr. Mais Alors, c'est presque une évidence. mais Il c'est le vrai ferait pas, tu te dirais, mais il est complètement anachronique, ce film, parce que finalement, c'était comment faire autrement à l'époque? Ouais. Le patriotisme, machin, comment veux-tu faire autrement à l'époque? C'est pas possible. Mais c'est vrai que Ou alors, ça ici, expliquerait l'échec du film, pour le coup. vu ici, 100 ans après, c'est vrai que ça peut sembler même un brin ridicule, hein. Surtout en mettant en avant la partie sudiste, comme tu le soulignais. Qui est quand même bon, on est bien d'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'histoire est réécrite par les vainqueurs, c'est un fait qui est avéré historiquement Mais à ce prouvé. moment-là, le Nord avait déjà gagné Voilà, 50 c'est ça. ans plus tôt, donc c'est C'est quand ça. même... Mais les sudistes sont donc souvent les méchants dans les histoires qui traitent dans l'histoire avec un grand H même quasiment, hein. Mais remis dans le contexte de l'époque, on est après tout 60 ans après les faits, Ben oui. à l'époque du tournage Ce du qui est quand même film. pas énorme, hein. Voilà. Et Il y a certainement des gens qui ont bossé voilà. sur le film, qui ont toutes connu... les parties peut-être connu, prenantes, oui. toutes les parties prenantes, à mon avis, si elles n'ont pas vécu la périodicité, évidemment, ont forcément rencontré ou côtoyé des gens qui, eux, l'ont vécu. C'est ça. C'est ce qu'on disait. Hein, c'est des ça. grands-parents, des Ah bah, carrément, ce ouais. genre de choses-là. Alors l'approche, évidemment, peut pas être la même. Oui, Apparemment, il c'est s'est logique. documenté photographiquement parlant. J'ai cru croiser ça là comme info qu'apparemment Keaton s'est vachement documenté sur la Sachant guerre que, de par sécession. exemple, cette hein. histoire de Red d'Andrews, c'est quelque chose d'extrêmement anecdotique à l'échelle de Ouais. toute la guerre. Alors, elle est focalisée sur un... C'est ça. Être sur allé un chercher événement. ça, c'est qu'il a bossé un peu Voilà. quand même. C'est voilà. S'il est tombé dessus, c'est qu'il a bossé. Et donc, on peut pas faut pas se leurrer, on n'est pas aux États-Unis, mais encore aujourd'hui, c'est une histoire qui est clivante, la guerre civile, hein. oui. Là-bas, c'est quelque chose d'encore extrêmement sensible. Alors, il y a 100 ans, Oui, non, mais carrément. Oui. Mais je sais pas si tu voulais le citer à un moment ou un autre, mais ça me fait penser à un autre film qui est l'un des films les plus connus de l'histoire du cinéma, qui du coup aussi se passe du côté sudiste et qui fait la part belle au côté sudiste. autant n'importe Autant en Voilà. vent, bien Oui, sûr. que la première fois de ma vie que je l'ai vu, d'ailleurs, encore Si, une fois, c'était à l'époque où j'étais en coloc avec Ah oui, non, avec Mickaël. ça date. Je l'ai Je crois vu que il y tu a, l'as il y vu a récemment. 6-7 ans, et un jour, j'avais donc les 3h40, alors très bien, c'est un très bon film. Oui, c'est bien. Mais c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, et que j'étais pas au courant, j'étais du côté du sudiste, là. Bah oui. Puis le traitement des personnes noires, c'est pas fou. Après le film, le contexte, tout ça, Mais C'est évidemment. pareil, il mais- est 39. Hein. Il est Alors, il est 39, un petit peu plus récent que le Keaton, mais enfin bon, c'est il ne c'est faut un jamais période. oublier, dans toutes les histoires, et là je sors de l'analyse filmique, que toute guerre a un fondement économique. La guerre de sécession ne fait pas exception à ce niveau-là. On peut dire que c'est une histoire de les uns voulaient la fin de l'esclavagisme et les autres ne voulaient pas parce qu'ils étaient rétrogrades et parce qu'ils voulaient exploiter les Noirs. C'est complètement faux. Parce que c'était beaucoup plus nuancé. Le Sud n'était pas homogène du tout. Il y avait des États qui ne voulaient pas. Il y avait une loi qui était passée mais qui n'avait pas été encore appliquée dans tous les États, ni au Nord ni au Sud. C'est un bordel, la guerre de sécession. Et c'est vrai que la vision simpliste qu'on en a ici, elle est forcément faussée. Bah, elle est faite déjà du fait qu'on n'est pas américain, donc Voilà. ça fait pas partie de notre Oui, histoire, oui. on l'apprend pas. En plus, nous, la plupart des visions qu'on peut en avoir, ou qui nous est venue, ça va être le cinéma, par exemple, ou des choses comme Voilà. Ah, c'est les Playmobil. ça. Les Ah, ouais, aussi, Playmobil, Ouais, d'accord. J'avais les Playmobil, bleus avec leur béret bleu et les Playmobil gris avec leur béret gris. Ok, Voilà. D'accord. ok. The Patriot, c'est guerre de sécession ou guerre de... Je crois que c'est plus ancien. Non, Le c'est plus Médusat, ancien. il me Oui, semble. c'est plus ancien. Oui. Ok. il est- Je pensais à ça, mais... Il me semble bien, oui. il a un catogan et un sabre, donc Oui. voilà, c'est... Oui. C'est plus ancien. Effectivement, oui. Oui, c'est... Bon, on a les repères qu'on peut. Hein. Alors, c'est peut-être... il y a eu cette absence de succès, peut-être parce que justement, il traitait d'un sujet malgré tout clivant, même si c'était sur le ton de la comédie. Voilà. Mais évidemment, l'insuccès de l'époque a été largement compensé aujourd'hui, puisque le film fait même partie du National Film Registry.
ce qui est quand même pas rien. Et puis encore heureux, j'ai envie de dire. Voilà. Ce serait quand même malheureux qu'il y soit pas. Mais il y a peut-être un autre facteur, moi, qui m'a peut-être en poursuivant la réflexion effleuré. C'est que peut-être que les gens se sont trop reconnus dans ce film, en fait. Je dirais, on a un homme qui va contre sa nature, parce qu'il est clairement pas fan de l'idée d'aller faire la guerre. Non. Mais qui ne le dit pas. En cherchant à s'engager pour plaire à sa fiancée, et qui, refoulé par l'institution, qu'il juge plus utile à son travail, donc comme on le disait, mais ne lui explique pas, deuxième point, et par sa fiancée et sa famille, qui le prennent pour un lâche, même quand il tente de justifier. Donc là, la parole, ça n'a aucune valeur. Il reprend son boulot sans un mot, en ravalant son désarroi, hein, parce que voilà, la scène pour moi c'est ça, la scène de la bielle, c'est le type, bon bah, la vie continue, je suis mortifié, mais la vie continue. Il a des hauts et des bas. Voilà. Littéralement. Il y aura des hauts et des bas, mais voilà, c'est c'est ça. Et donc, puis il part à la poursuite des espions pour sauver sa locomotive. Oui, c'est vrai que Voilà, la avant guerre, de il se s'en rendre fout, compte que sa fiancée est otage. Et une fois libérée, une fois libérée, le remercie. Il lui dit pas qu'il est pas venu pour elle. Oui. il y a non dit. Donc, il était là pour le train, pas pour elle. Moi, je trouve que ça fait quand même beaucoup de non-dits pour un film muet. Oh, joli ça. C'est joli. C'est bien que tu reparles d'ailleurs de son rapport avec sa copine. Parce que moi, je voulais faire un pont avec Go West, Ma vache et moi. Un autre film de Keaton. Ouais. Alors, pas son plus grand pour le coup. Qui a un petit caractère western, etc. Et où pareil, il y a une espèce de petite love story, etc. Et où on a parfois l'impression qu'il tient plus à sa vache qu'à sa copine. Et ben dans Le Mécano de la Générale, on a parfois l'impression qu'il bichonne plus la générale mais oui. que la fiancée. Qu'est-ce qu'il lui apporte? C'est, Il lui apporte une photo d'elle avec le train. Ouais. Oui. Sachant que dans le train, il fait une photo d'elle. Voilà, c'est ça. Les deux sont mis sur un pied d'égalité, en fait. Exactement. Et voilà, et on a parfois l'impression que s'il fallait choisir entre les deux, on se demande si choisirait pas sa générale, en fait. Bah là, c'est... étant persuadé qu'Annabelle est ailleurs et que de toute façon elle peut plus de lui, oui, il Ouais. va sauver son train. Oui. Donc j'aime bien ce rapport qui est marrant, puis qui est assez récurrent dans son œuvre. Voilà, c'est. De là à dire que le rapport entre l'homme et la machine est plus vieux que simplement le tuning et le. Ça, c'est autre chose. Non mais c'est marrant quand tu dis Le qu'il tuning, il c'est aime. plus un truc de nordiste. Oui, non mais. Plus que de sudiste. Oh. Ah oui, Bien joué. Non mais Travailler, non mais celle-là. il y a pas forcément d'analyse intéressante à faire là-dessus, mais c'est rigolo quoi de voir un film qui a 100 ans et où il y a enfin presque 100 ans et où il y a un tel amour entre l'homme et un véhicule quoi. Ah oui, oui, Parce oui. que je sais pas s'il y avait beaucoup ça à l'époque et puis encore moins pour les voitures. Mais voilà. Mais après, c'est de l'amour. Intéressant. On est dans l'amour que l'homme porte peut-être aussi à sa fonction, à son travail, Oui, à c'est ses vrai. connaissances et aux compétences qu'elles lui permettent de mettre en œuvre, sachant qu'il est peut-être considéré comme quelqu'un d'un peu falot en dehors de ça. Oui, surtout que quand il la voit travailler, elle, son amie amoureuse, quand elle vient sur le train avec lui et qu'il la voit travailler, Il l'engueule. Oui, il la traite pas super bien. Bah, moi, c'est cette scène-là que j'avais en tête d'ailleurs. Ouais, où Elle lui donne des bichonne la morceaux de bois qui locomotive. correspondent pas. C'est ça, ouais. Enfin, oui. Parce C'est que toujours là, s'il le foutrait laissez-lui pas un coup. se le mettre à bord. C'est Enfin, il s'engueule, il se moque d'elle, je dirais plutôt de mémoire. Oui, mais enfin, il jette le... Ouais, faut Oui, il jette. on sent que si c'était parlant, on sent qu'il lui dirait pas que des gentillesses. Ah oui, Hein, c'est un peu ça. Au contraire, hein. Je dis pas que c'est positif du tout, hein, mais il est pas super mais cool. c'est que j'aime bien le moment où elle met un petit bâton et que lui il Oui. prend un truc encore plus petit. Oui, et oui. dedans, c'est rigolo quand Ouais, même. ouais, C'est- ouais. Oui, mais voilà, ça reste Bon. une comédie, hein. Donc la communication, alors qu'elle soit personnelle, officielle, stratégique, tout ce qu'on veut, et son absence aussi, c'est ça vraiment qui est pour moi est le cœur de cette histoire. Elle met en danger, mais aussi elle permet de sauver. Mm. Hein. Elle crée de la frustration, mais aussi permet à la fin l'accession à la gloire pour le personnage de Johnny et au bonheur. Mhm. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment un film aussi sur la communication. C'est ce qui traduit quand même une espèce de modernité qui a été soulignée à maintes et maintes reprises ce soir. Voilà, c'est un film qui était en avance. Alors, pour prendre de l'avance encore plus, pour finir, on a tous vu la même version,
qui est une version restaurée, si je me oui, c'est m'abuse, ça, oui. avec la musique de ton idole Joe Hisaishi. Merci. Voilà. J'ai pensé, il y a 20 minutes, je me suis dit, oh, il va le dire à un moment. Oui, mais ça m'est revenu sur le tard parce que j'ai compulsé YouTube pour vérifier un truc sur le long métrage et c'est pas la même musique. Ça va être une musique plus ancienne. Oui. Que maintenant que j'ai revu le film, je l'aime énormément. Je trouve que c'est une composition magnifique qu'il a fait. Mais je la trouve pas forcément toujours parfaitement à propos. Surtout Exactement, mais merci! Tu m'enlèves les mots de la bouche. Et bah, du coup, ça, Alors, c'est moi, là, d'entendre Hisaishi qui le dit. J'ai plus d'exemples en tête, mais il y a des moments où elle est vraiment too much. Too much. Oui, Vraiment ça too peut, much, ouais. à des moments où ça s'impose peut-être pas forcément. Alors, moi, je dirais plutôt l'inverse, tu vois. Je trouve que surtout dans les segments, alors pas forcément d'action du cœur de film, là, ça va. Ouais. Mais c'est surtout dans les segments de guerre, de fin de film, Ouais. où, en fait, la musique est plutôt joviale, un peu, très enlevée, très, et pas forcément très sombre. Non, elle Et est la pas fin aussi du sombre film, que l'image, en fait. Voilà, ça donne des moments comme ça où Ouais, mais parfois c'est c'est du trop, je trouve ça un peu trop, presque joyeux, Oui, un oui, peu, non, un mais peu. Ah mais c'est, on est dans un truc assez comique malgré tout. Voilà. C'est ça qui est compliqué, c'est que ça brasse tellement de thèmes et de sensations et d'émotions pendant 1h15. C'est compliqué aussi pour un compositeur. Alors il aurait peut-être pu adapter un peu plus, mais dans le processus créatif c'est ça. d'origine. Alors, La musique est très riche dans tous les cas. Oui, mais oui. j'aime vraiment énormément on va dire les thèmes principaux et surtout on va dire la musique dans les premières 20 minutes avant que le film genre se lance vraiment et qu'on ait plus on a vraiment les yeux rivés sur l'action qui est vraiment impressionnante où là la musique on peut peut-être plus l'oublier. C'est plus dans les plans de coupe, on va juste voir le train avancer entre deux grosses séquences où là la musique va reprendre un peu plus le dessus et là où je vais pouvoir profiter à fond de la musique. Mais c'est vrai que en dehors des moments un peu plus doux, je trouve que parfois elle est pas parfaitement à propos. Mais on peut lier ça à l'écart générationnel aussi, culturel, voilà. Et puis voilà. Mais par contre, il y a quand même des thèmes, splendides. Dans les premières 20 minutes, puis l'orchestre, ça joue, il y a pas de problème. Voilà. Oui, bah c'est après c'est Hisaishi, hein, voilà. Mais ça fait de la musique très riche. Est-ce que le film avait besoin de quelque chose d'aussi riche? Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, le résultat est très propre. Voilà. Est-ce que quelque chose de mieux aurait pu être fait? Pas forcément. Différent, ça, je pense que plein de choses différentes auraient pu être possibles. Je serais curieux d'entendre d'autres compositeurs dessus, quoi. Voilà. En tout cas, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Peut-être qu'on pourra creuser à d'autres occasions. Chers auditeurs, n'hésitez pas à regarder ce film parce que vraiment, il est trop bien. Il faut voir en tant que cinéphile ou pas d'ailleurs, même si on n'est pas complètement cinéphile. On n'a pas spécialement spoilé. Donc là, en l'occurrence, si vous êtes auditeur sans avoir, en se disant bon c'est pas grave, le film ils vont me le spoiler et je l'ai pas vu et tout. Là, on n'a pas spécialement plus spoilé que ça. Non, c'est vraiment gratuit. Un plaisir et voilà, il est dispo sur. On disait gratuit et légal. Légalement. Wikipédia, YouTube, voilà. Alors moi je conseille la version restaurée récente avec la musique de Joe Hisaishi parce qu'elle est vraiment très cool. Après c'est pas obligatoire, hein. Voilà, ça reste un apport qui date de bien après la mort du créateur du film. Donc là après c'est à votre guise quoi. C'est ça. Voilà. Eh ben voilà. On a fait le tour. Qu'on a clôturé. Oh bah alors. Ah là là. Ça c'est lui on l'a perdu là. Ça y est, c'est fini. Je crois qu'on a clôturé la session sur les films de train. Effectivement. Voilà, après environ 4 heures d'enregistrement. On y arrive. Et si on a ajouté 2h30 de l'émission numéro 0 qu'on a enregistré du coup aujourd'hui plus tôt, ça nous fait... record à battre, 4h, 6h40 sur une journée. Et encore une journée qui a commencé en début d'après-midi. Voilà. Et moi j'ai envie de dire, ce sera le record à battre, il va pas être facile celui-là. Et puis j'ai pas envie de le battre celui-là. Il fait très chaud. On espère que ça vous a plu. Voilà. On est très content de le faire. Je suis très fatigué. Mais 6h40... c'est-à-dire qu'en fait on a enregistré, là, les 6h40 correspondent en fait à 3 segments différents que vous pourrez écouter. Effectivement, cet épisode 0, et puis les 2 parties des films se déroulant dans des trains. Et surtout, j'ai faim. Voilà. Ça aurait été étonnant, ça. Ouais. Donc voilà. On va se quitter. On vous conseille les films dont on a parlé, évidemment. Ils sont tous intéressants, de toute façon, y compris Runaway Train, malgré tout. Merci. Soyez curieux et essuie ta petite larme. Merci. Votre propre opinion, et puis voilà, l'idée c'est de lancer des pistes, et puis après chacun se fait son idée. On se dit au revoir les amis, on dit au revoir aux gens, et puis à une prochaine. Au mois prochain, donc à très bientôt. À très bientôt. Bisous. Bisous.